Merci d'être avec nous. C'est la tribu de... Gilles Verdez, il est tout content de dire Baba. Alors, il y a quelqu'un là qui a crié, là, on dirait qu'elle faisait un saut d'une falaise. Elle a perdu Baba. Bon, merci d'être là, les chéris. J'ai des bonnes nouvelles. Sachez qu'on vient d'achever une semaine record d'audience. Sur la tribu de Baba, record d'audience. Hein. Alors, sur TPMP, record d'audience. Et même sur des émissions qu'on ne fait pas, record d'audience. Bon, vous dire, même sur des émissions on ne fait pas, on fait des records d'audience, on ne sait pas comment. Donc les chéris, normalement, s'il y avait quelqu'un en régie, normalement, on doit mettre les chiffres. Mais comme le rédacteur en chef de l'émission est aussi chroniqueur, donc forcément, tu ne peux pas être au four et au moulin. Donc il va falloir que tu choisisses, mon vieux. Non, il y a du monde en régie, normalement ça devrait arriver d'ici une heure. Là, a priori, il y a personne. D'ici une heure. Je veux te dire, je connais un petit peu, là, il y a pas. Merci. C'est bon. Et chérie, n'envoyez pas de musique quand il n'y a pas de danseuse. Ça sert à rien. Talk numéro 1. Donc voilà, TPMP était encore le talk numéro 1 cette semaine. Donc merci à vous. Et pourvu que ça dure, regardez. C'est votre victoire. Oui, quand vous voyez ces gens, vous vous dites comment cela est-ce possible? C'est le miracle du PAF. Exactement. Comment ça va, Iléna? Ça va bien, ma chérie, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bah oui, tu m'avais manqué. Ah oui, je sais. Tu sais que ça va. T'as des nouvelles de mon fils? Je sais que vous étiez un petit peu en bas. Ah, il m'a pas réécrit. Hein. T'as pas réécrit, je vais lui en parler. T'inquiète pas. Ce sera fait très prochainement. Juste après, TPMP, les chéris, Laurent Girard, 30 ans de rire. Ça, c'est après, ok? Juste après TPMP. On rit encore, d'accord? Merci. Très beau blouson. Vous avez revu Thriller de Michael Jackson? Ça vous va très bien. Bravo. Bon, pourquoi vous mettez un costume et tout comme ça? Excusez-moi d'être chic. Vous voyez toujours que c'est votre bar mitzvah? Excusez-moi, vous n'aimez pas le chic dans cette émission? Oui, c'est ça. Alors, vous, est-ce qu'on peut montrer votre tenue? Sympa. Oui, vous avez un bon sens. Merci, bravo, regardez. Ah ouais. Elle est toute en rose. Chaud. Très beau. Franchement, bravo. Eh ben, franchement, non, ça doit être très agréable. J'ai remarqué que l'émission n'est pas trop axée sur le physique, donc j'ai un petit peu le côté esthétique de l'émission. Vous dites ça pour qui? Bah pour tout le monde. Ah ouais. Sympa. Même Jean-Michel. Non, quoi. Jean-Michel est extrêmement beau. Hein. Et d'ailleurs, les deux, Jean-Michel Cohen était avec nous. Applaudissements pour lui. Merci, mon Jean-Mi. Merci, mon Jean-Mi, d'être là. Ça nous fait bien plaisir. Merci à toi. Merci. On va parler de compléments alimentaires. Faites le bon choix, mon chéri. Docteur Jean-Michel Cohen, qu'on adore. Et faites attention parce qu'en ce moment, tout le monde est malade. Ah ouais. Jean-Michel, qu'est-ce qui se passe? Dès que j'ai quelqu'un au téléphone, il a ou le Covid, ou le Covid 1, ou le Covid 2, ou le Covid 3. Oui, non, mais je te le dis, oui. Non, mais dès qu'il y a un changement de saison comme ça, entre l'humidité, la pluie, le fait que les gens ils savent pas s'habiller pour se protéger, donc forcément ils tombent malades. Alors la réaction naturelle, c'est d'aller chez le pharmacien et d'essayer de se soigner tout seul. Et ça, c'est ce que je fais, moi. Et le problème, c'est qu'en fait, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur des compléments alimentaires, une moitié d'entre eux étaient intéressants, l'autre moitié d'entre eux, t'achetais du rêve en quelque sorte. Et j'ai voulu regarder, décrypter, regarder les étiquettes, comme je l'avais fait pour les aliments il y a des années de ça, et essayer de conseiller les gens pour leur dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Qu'est-ce qui marche pas. On va en parler dans un instant, parce que tu vas nous donner 2-3 conseils qui sont importants. Est-ce que le Botox, c'est bon? Alors, si vous en avez besoin, oui, parce que ça permet d'effacer les rides. Oui. Par contre, une fois que vous avez commencé le Botox, vous avez signé un devis à vie avec la personne qui vous fait le Botox. Ah ouais. Mais ça fait pas des têtes cheloues. Alors, ça dépend. Si c'est raté, par exemple, tu peux te retrouver paralysé d'un côté. C'est ce qui était arrivé une année à un célèbre présentateur de télé qui avait expliqué qu'il avait reçu la baume de son bateau sur la tête. Et en fait, je pense que le gars avait poussé un peu trop sur la seringue. Ça, c'est un scoop. Gilles Verdez, on vous a reconnu. Merci. Alors, il y a un filtre qui cartonne en ce moment, c'est pour ça que je vous dis ça, sur Insta, même sur Snap et sur TikTok, c'est celui du Botox. Ça s'appelle Pillow Face. Il simule votre tête avec quelques injections. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Oula. Je l'ai fait pour vous, Pascal de la Tour du Pin. C'est pas... Et pourquoi moi? Même si vous n'en avez pas besoin. Je l'ai fait pour J'en ai besoin. Regardez, Pascal de la Tour du Pin, eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Je trouve que... Ah, ouais. Oh là là. On dirait Amanda Lear.
C'est pas nul. C'est pas nul. Il n'y a pas que le botox. C'est pas nul. Il y a des implants, oui. Polska, pour vous, on n'a pas pu. Pourquoi Ah, on est à laisser comme ça. Non, non, je rigole. Oh là. Non, c'est horrible. Bah ça va. Non, ça va pas. Ça change pas tellement. Ça change pas de ouf. Vous vous plaisez comme ça. Les lèvres. Vous vous plaisez. Alors, on a fait Thomas Guénolé, bien entendu. Évidemment. Thomas Guénolé. Et c'est pas nul. C'est pas nul. Ouais, c'est pas nul. Sacha Elbaz, tiens. C'est mieux comme ça. Mais ça vous va bien. On dirait Bogdanov. C'est pas Eva Guellem. Pas mal. Pas mal. Non, c'est pas mal. Pas mal. Bogdanov. Pour souffler. Merci, on a entendu. Mais quand on fait une mauvaise vanne, on la répète pas 200 J'arrête fois. pas de le dire. Mais c'est nul. Si, c'est nul. Allez, Jean-Michel Maire, tiens, ça va me calmer. Mais c'est pas mal, Jean-Michel. Je trouve qu'il y a un délire. Il y a un délire. On a qui? Bon, on a tout le monde. Ah, Isabelle Morini-Boss, tiens. Ah, mais. Et bizarrement, vous en avez déjà fait? Il n'y a pas de film. Non. Mais ça change pas de ouf, en fait. Parce que vous, J'aimerais bien avoir une bouche comme ça, mais naturellement. alors, je préfère la vôtre. Je préfère la vôtre. Je préfère la vôtre. Vous êtes très belle. En tout cas, vous, je trouve que vous êtes comme Benjamin Button. La petite est folle. Guillaume Janton, tiens. Aïe. Guillaume Janton. Pas mal. Ça change pas de ouf. Ça change. Ça change pas de ouf. La bouche, Pas de la ouf. bouche. Vous, Daniel. On l'a fait aussi. C'est bon. Ça va. Ça va. Oh là là. Et ils l'ont fait pour moi également, bien entendu, voilà. Vous allez voir, moi, la teuté est folle. La teuté est folle. La teuté est folle. C'est incroyable. C'est Thomas, c'est le mieux. Il y a des mecs qui ont des têtes comme ça. C'est temps X. Non, mais je vous jure, c'est vrai. Et il a fait la vanne il y a 2 secondes. Je sais. Dans X. C'est exprès. Quand il y a une mauvaise vanne, il a passé C'est par fait faire. exprès. Non, mais c'est C'est nul. insupportable. Sacha Elbaz, sans rigoler, c'est quelqu'un. Donc, Jean-Michel, on peut en faire un peu de botox. C'est pas... Ah oui, on peut en faire quand on a besoin d'effacer des rides, quand on fait de la télé, qu'on veut garder l'apparence jeune, etc. C'est vraiment bien de faire le botox. La seule Qui a chose, envie c'est d'en faire? Qui a envie d'en il faut le refaire tous les 6 mois. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Ça. Sacha Elbaz, je suis sûr qu'il peut chauffer. Ilona, est-ce que tu vas faire, du botox plus tard? Non. Non, de toute façon, toi, t'as une frange, on voit pas. Donc on verra. Non, moi, c'est pas de botox. J'aimerais enlever il y a des glandes dans les joues. Parce que j'ai des grosses joues et on l'a vu là, je voudrais les enlever. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle les boules pas de geisha, de bichat, je crois. Les boules de bichat, faut les enlever. Et ça vous creuse les joues comme ça. Quelle lourdeur. Et ça coûte combien? Ça coûte combien, le botox? C'est entre 200 et 350 euros. En fait, c'est la capsule de botox qui vaut cher. Et ensuite, il y a l'injection du chirurgien ou du médecin esthétique. Bon, ça vaut entre 200 et 350 euros. Ça va. Ça fait peur, mais il y a des conséquences ou pas? Le botox, Bah, il c'est a dit. dangereux ou pas? Parce que se le mettre à la Alors, il ne faut pas le faire n'importe où. Par exemple, il y a des gens qui ont des rides au niveau On a dit du Fabien cou. Lecoeuf, je sais où il l'a fait. Et quand tu l'as fait, par exemple, au niveau du cou, de temps en temps, ça peut donner un réflexe paralysé, le réflexe laryngé. Et les gens n'ont plus le sentiment de respirer, de pouvoir avaler. C'est Et donc, embêtant. il faut que ça soit fait par un gars qui sait le faire, quoi, pas par un amateur. Ah ouais, bref, il y en a Pas qui envie, font là, ouais, c'est chaud. Ouais. Ah ouais, ça doit faire flipper, ça. Oui, pour les coups. Ça me fait flipper. Jean-Michel, quel complément alimentaire il faut prendre si on veut garder la ligne? Voilà. Gardez là. La ligne, tu vois, voilà. Alors en fait, il y a pas. C'est ça le problème des compléments Y a alimentaires, pas. c'est-à-dire qu'on achète en fonction de ce qui est écrit sur la boîte, on se fait l'interprétation, l'imagination que ça va marcher. En fait, pour garder la ligne, on a 3 produits aujourd'hui qui marchent à peu près correctement. C'est les produits qui coupent un peu la satiété. Ça veut dire qu'ils améliorent la satiété. Donc, Satiété. Elle a que des problèmes. Satiété. C'est la même. Excusez-moi, vous voyez, donc il y a des produits comme le quoi, du grec, le guarane, le konjac. Ça marche. Ah, mais c'est dégueulasse, arrête. Ah, c'est... Non, La c'est pas cassure, dégueulasse, là, franchement. Non, c'est pas Ouais, dégueulasse. essayez d'en Si manger, tu le là. prends en gélule, c'est pas dégueulasse. Ah, en gélule, ouais, ça, en gélule. Et après, on vient de trouver un produit qui s'appelle, c'est de l'extrait d'orange amère, et ça serait censé augmenter le métabolisme énergétique. Donc c'est pas si mal que ça, sauf que tous ces produits, en fait, ils doivent être accompagnés normalement par une alimentation contrôlée, et les gens, ils veulent toujours que la gélule, elle guérisse tout. Oui. Et ça marche pas comme Pour ça. couper la faim, moi j'ai un bon moyen aussi. Hein. Allez manger chez ma mère. Tous les gars. C'est sûr. Ouais, oui, J'ai une question, parce qu'on a dit tout le monde est malade en ce moment, tout le monde a un rhume, Ouais, un c'est Covid, vrai. etc. Est-ce qu'il faut prendre des médicaments ou non? Parfois on me dit qu'il faut juste rien faire et attendre. Tu vois, ça a été une de mes grosses surprises dans ce bouquin. Ça veut dire que la plupart des sirops que j'ai regardés, en fait, le seul truc qui marche, c'est le côté visqueux du sirop. Ça veut dire comme le miel. Alors, tu trouves des tas de produits, il y a des tas de plantes. En plus, on s'est battu sans arrêt avec les aliments pour dire stopper les additifs et les excipients. Là, tu retrouves des trucs dingues, du dioxyde de titane. Et le truc qui marche le mieux, finalement, c'est le miel. Alors après, il y a des vieux sirops, par exemple le sirop de marube, qui marche bien parce que ça te permet d'évacuer, en quelque sorte, de nettoyer tes bronches. Ça marche bien. Et pour les
pastilles, c'est la même chose. Il y a la moitié des pastilles, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Et une autre partie des pastilles où il y a des trucs simples, genre bromélaïne, quelques plantes, etc. Et là, ça adoucit et ça apaise. Donc c'est vraiment, il y a une sélection à faire dans les compléments alimentaires. Les médicaments, c'est pas forcément utile les premiers temps. Ça sert pas à grand chose de prendre un truc trop puissant pour quelque chose qui finira par guérir tout seul. Et il faut apaiser. Et pour ne pas tomber malade. Pour ne pas tomber. Si on n'a pas attrapé le rhume du voisin pour se protéger. Ah, bon, Oui, Il y a quoi alors. comme complément alimentaire? faut prendre, à mon avis, il faut prendre de la chakchouka. Non, en fait, il y a des complexes vitaminiques qui contiennent, par exemple, de la vitamine C, du zinc, de la vitamine D. Ça peut marcher, des bêta-glucanes, ça peut marcher. Et puis, à l'inverse, tu as des complexes vitaminiques où il n'y a rien, il y a de la vitamine B. Et en fait, les gens, quand ils achètent, ils prennent du rêve, quoi. Mais le produit ne sera jamais efficace. C'est pour ça qu'à l'intérieur des compléments alimentaires, il y a une gamme qui marche bien, une gamme qui marche moins bien. Et c'est comme ça, si tu veux, qu'on essaye de les décrypter. Oui, Polska. Oui, alors moi j'ai une question. J'aimerais savoir si c'est vrai ou pas. Parce que moi j'aime pas beaucoup le tissu, ok? Donc, le tissu. J'aime pas les vestes, j'aime pas me T'as qu'à couvrir. vivre tout nu. Et en fait, ma mère m'a toujours dit oui, sors pas comme ça dehors, sinon tu vas attraper froid. Et je me suis renseignée et j'ai appris que finalement on n'attrape pas, on tombe pas malade à cause du froid, mais à cause des bactéries. Du coup, si quelqu'un sort à poil et quelqu'un sort en manteau, on est d'accord que s'il n'y a pas de bactéries, il tombe pas malade. Non, mais en fait, des bactéries, tu les as naturellement dans la gorge ou dans les poumons. Et quand il y a du froid et quand il y a des changements de température, elles se réactivent. La réalité, c'est qu'en fait, on attrape froid essentiellement par les extrémités. C'est-à-dire la tête, les mains, les pieds. Donc je peux être à poil, mais il faut juste que je couvre le nez et la bouche. Voilà. Bon, et des mains, vous sortez à poil avec des gants et des chaussettes et voilà, un truc sur le nez. Donc ça passera. Oui, Gilles. Oui, mais ma question est peut-être stupide, mais vu la teneur du virus, tout le monde est malade. Est-ce qu'il faut remettre le masque dans les transports en commun, par exemple? Est-ce que ça protège? C'est pas débile. Écoute, quand tu mets un masque, je me souviens d'une émission qu'on avait faite avec toi, Cyril, où au tout début du Covid, il y avait Sidney Ohana qui se moquait de nous parce qu'on n'avait pas de masque. Et il me disait, tu sais, nous en chirurgie, on a l'habitude, on met un masque tout le temps parce que ça nous protège des infections, parce que les virus ou les bactéries, tu les attrapes comme ça par la respiration. Donc si tu as peur d'être malade et si tu mets un masque, effectivement, tu ne seras pas malade. La preuve, c'est que pendant la période du Covid, tout le monde en a mis. On n'a jamais vu aussi peu, et tout le monde se lavait les mains, aussi peu de gastroentérite, d'infections virales en dehors du Covid. Donc oui, c'est pas mal de porter un masque. Le seul problème, c'est quand tu es beau gosse, c'est moche, quoi. Ah, c'est mon problème, ouais. Ça, vous, le masque va vous gâcher. Vraiment, franchement, le masque va vous gâcher. Voilà, autant sur un autre, j'aurais dit oui. Mais sur vous, non. Voilà. Bravo Jean-Michel, merci pour votre analyse Jean-Michel, parce que c'est vrai que tu peux prendre en compte les physiques de chacun. Bravo. Oui, Isabelle. Est-ce qu'il faut se méfier du mélange des compléments alimentaires? Parce qu'à un moment donné, je prenais un truc anti-chute de cheveux, puis je prenais un truc anti-âge, antioxydant. Et j'ai une copine pharmacienne qui m'a dit, mais t'es complètement folle, vérifie qu'ils ne se contrarient pas et que du coup, ça ne soit pas néfaste pour ta santé. Alors oui, il peut y avoir des effets contradictoires. Alors pour les cheveux, j'ai été très déçu. La plupart des produits qui sont vendus, ils ne servent pas à grand-chose. Pour les antioxydants, non, si tu les mélanges, c'est pas trop grave, ils peuvent pas combattre les uns les autres, mais il y a des associations antagonistes. Par exemple, les gens qui prennent du calcium et du magnésium, moi maintenant je prends que du magnésium, j'ai repris le sport. En fait, je pense que tout le monde devrait prendre du magnésium parce que ça améliore ta performance sportive, ça améliore le sommeil, ça améliore l'anxiété, etc. Donc il faut faire attention à ça. T'as noté ? Magnésium, je le note tout de suite. Et pour les crampes on prend quoi? On prend des gélules là? C'est quoi ça? Oui, tu prends des gélules, mais là encore, c'est pareil. Il y a le magnésium, pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait un mélange de deux types de magnésium. Un qui est solide, un qui est liquide, et c'est comme ça qu'il est efficace. Mais quand on prend un le matin et le soir, je t'assure, à la fin de ce livre, j'ai fini par dire, bah ouais, tout le monde devrait en prendre. Et moi, j'en prends maintenant régulièrement tous les matins et tous les soirs. Et je trouve que je joue mieux au tennis. Bah, c'est vrai. Non, sérieux. Ouais. Et même au paddle, ouais, sérieux. C'est beau ça. Bon. Les mecs, allez m'acheter du magnésium. Et Jean-Michel, pour les crampes, c'est bon. Il paraît que c'est bon aussi le magnésium. Ouais, parce que alors, moi, les je crampes, hurle la alors. nuit, je me réveille, j'ai vraiment sujet à des Pourquoi crampes. vous hurlez la nuit, il y avait des Parce que j'ai tout d'un coup une crampe au mollet, mais ça me fait hurler. C'est vrai. Non, mais les crampes, il y a plein d'origines aux crampes, et notamment les problèmes circulatoires. Et là aussi, j'ai été agréablement surpris dans les compléments alimentaires. Quand on prend des polyphénols de raisin et de la vigne rouge, ben, finalement, c'est aussi bien que tous les médicaments que les médecins donnent. Moi, j'ai appris en tant que médecin à mépriser les compléments alimentaires. Et à la fin de ce livre, je me suis dit, finalement, au tout début d'une gêne, d'une fatigue, d'une patraquerie, ben, c'est pas si mal que ça de prendre des compléments alimentaires. Vas-y, les mecs, allez me chercher du magnésium. Pourquoi là, alors comme magnésium, là, par exemple là, Tu veux que je te donne vraiment la marque? Vraiment? Non, donnez-moi, écrivez-le moi. Ouais, je vais te le donner. Je Ouais. vais en prendre là tout à l'heure. Tournoi là ce week-end, oui. Mais vous êtes en train, en fait, de nous dire que dans le livre, il y a plein d'arnaques. Le sirop, ça marche pas. Par le magnésium, les compléments alimentaires, c'est nul. Pourquoi est-ce qu'on laisse en pharmacie une telle escroquerie qui a un
marché considérable, tout le monde en achète. Si ça ne sert à rien, il faudrait peut-être les interdire. Parce que c'est un marché libre, ça veut dire que si tu décides demain, si tu n'as plus de boulot, que tu décides demain de fabriquer des compléments alimentaires, il te suffit de mettre des gélules dans une bouteille, de préparer un packaging, de faire une déclaration comme quoi tu le mets en vente, et ça suffit. Après, tu mets une fausse allégation dessus, par exemple pour la mémoire, tu mets mémoire. Ça veut rien dire mémoire. Tu dis pas améliore la mémoire ou permet d'avoir plus de concentration. Tu mets mémoire et c'est vendu. Et c'est pour ça qu'il y a plein de produits qui servent à rien. Et quand j'ai fini ce livre, je me suis dit au fond, il y a une partie des produits, c'est pour ça que j'ai mis des coups de mou, des coups de cœur. Il y a une partie des produits qui sont vraiment intéressants. Et une autre partie des produits, franchement, achetez autre chose ou faites une prière, mais ça marchera pas. Et tous les gummies là qu'on voit, on voit des bonbons alors, pour le sommeil, l'anxiété, les cheveux, il y a tout, le poids. Ouais, les gummies, ça marche plutôt pas mal. Deux problèmes aux gummies. D'abord que pour fabriquer un gummies, il faut faire un bonbon. C'est-à-dire qu'il y a du sucre et des fois des huiles, même de l'huile de palme. On dit que c'est mieux parce que la cure est suivie plus longtemps. On dit que c'est mieux parce que c'est biodisponible. Mais aux États-Unis, par exemple, on va freiner les gummies à la nicotine parce que les gens les prenaient comme des bons becs. Et donc, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas du surdosage à cause des gummies. Vous parliez des cheveux il y a un instant. Vous connaissez le PRP? Oui, le PRP, c'est... S'il le fait, Thomas Guénolé, il aura des cheveux? De quoi on parle? Écoute, Est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs? Alors, le Parce que PRP, c'est des injections qu'on fait sous le cuir chevelu qui permettent de stimuler la repousse des cheveux. Mais en général, on fait le PRP. Pardon, c'est... Non, je vous en prie, c'est juste que je veux pas avoir de cheveux. Mais, je veux pas avoir de cheveux. J'avais un copain comme ça, il a fait une implantation de cheveux et en fait, il avait des poils du cul après sur la tête. Ça poussait tout droit. Et le PRP, donc, t'injectes ça pour stimuler la pousse des cheveux. Et ensuite, tu fais une greffe de cheveux de telle façon à fixer la greffe de cheveux. C'est pas si mal que ça. Les gens pensent que ça fonctionne mieux que la greffe de cheveux simple. Même les femmes le font, même quand elles perdent pas leurs cheveux. En fait, ça leur fait une chevelure encore plus abondante. Oui, c'est très... Je l'ai fait, moi. Vous connaissez ça, Pascal, le PRP? Non, je connais pas. Je l'ai fait, moi, je l'ai fait. Vous l'avez fait, vous? Bah oui. Attends, j'ai fait une greffe de cheveux, donc il y avait... j'ai fait un PRP en même temps. Je crois qu'il sépare les globules blancs et les globules rouges et vous réinjecte les globules blancs, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça, ouais, dans le cheveu. Ça n'a pas très bien marché. Hein. C'est pas mal. Jean-Michel, moi je suis là. Jean-Michel, il était comme un œuf. Hein. C'est vrai? Comme un œuf. Marilyn, Ah ouais, comme un œuf. Non, mais sans rigoler, comme un œuf. Non, comme Thomas, il était comme Thomas. Moi, je suis très content. Je suis l'inverse de Cyril, Jean-Michel. Je ne vais jamais aux toilettes une fois par semaine. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qui te permettent d'aller mieux aux toilettes? Jamais. Alors en fait, aujourd'hui, le marché, il est ravagé par trois catégories. La vitalité, c'est-à-dire les complexes de vitamines, le sommeil et les problèmes digestifs. Et aujourd'hui, ce qui emporte le morceau, c'est les probiotiques, évidemment. Ça veut dire qu'il y a une gamme de 16 ou 18 probiotiques qui sont autorisés. Et en fait, quand tu les prends, ça régularise ton transit. Et donc, c'est pas mal, c'est assez simple à prendre, ça fonctionne bien. Donc, c'est ça que je te conseillerais. Okay. Merci. Oui, Gilles, dernière. Moi, je veux rien prendre. Je dors pas, je suis insomniaque, mais je veux rien prendre pour le sommeil. On m'a toujours donné des tas de trucs. Je veux rien prendre parce que j'ai peur de devenir esclave de ça. Est-ce que j'ai raison ou est-ce qu'il faut que je prenne quelque chose? T'as raison, mais tu peux prendre des choses simples. Aujourd'hui, on a 3 catégories de produits qui marchent pour le sommeil. Le premier, c'est la mélatonine, tout le monde connaît. Le CBD, qui n'est pas du cannabis, c'est des cannabinoïdes. Et le troisième produit, c'est des plantes, mélisse, lavande, aubépine. Et en fait, quand tu prends des complexes de plantes, ça fonctionnera probablement de façon subjective aussi. C'est-à-dire que ça va t'aider à t'endormir, mais ça t'évitera de prendre des médicaments qui sont des hypnotiques, des anxiolytiques, auxquels tu prendras l'habitude et qui finalement t'altèrent la mémoire et te rendent pas bien. Voilà. Attends, toi, la mémoire, t'en as besoin. Hein. Ouais. Sinon, tu vas oublier le prix du mètre carré aussi. Jean-Michel Cohen, complément alimentaire, faites le bon choix. L'enquête vérité pour se booster et mieux se soigner. Franchement, c'est intéressant. Ah oui, ça donne envie. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on achète des trucs qui servent à rien. Ah oui. Donc c'est vrai que c'est important, c'est pour mieux acheter aussi et pour mieux se soigner. Merci Jean-Michel, vous voulez rester avec nous un petit peu? Ouais. Ça nous ferait plaisir. Bah, moi aussi. On adore quand vous êtes là. Dans un instant, Sacha Elbaz. Indique de la rédac et du dossier. Ça va vous sinon? Ah, il y a du dossier. Il y a du dossier. Vous auriez aimé d'aller un peu plus aux toilettes, à tout de suite. Merci. Merci d'être avec nous. Il est 19h15 environ. Et c'est la tribu de Baba ouverte à tous. Iléna, est-ce que tu as une question à poser à notre docteur Jean-Michel Cohen? Oui, j'en ai une. On m'a dit qu'il fallait se vermifuger tous les 6 mois à peu près. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça fait vraiment du bien au corps? De faire quoi? Se vermifuger tous les 6 mois. Faire quoi? Vermifuger. Vermifuger. Comme les chiens. C'est pas les chiens. C'est les chiens. Non, mais on peut le faire aussi. Non, en fait, c'est la grande mode. Vermifuger, ça veut dire, normalement pour les animaux, enlever les vers et les parasites. Oui. Mais pour les gens, ça signifie forcer le transit énormément. Si j'enlève Très les vers et les franchement. parasites, il va pas rester beaucoup de chroniqueurs. Mais en fait, non, chez les humains, ça sert à rien. Ça a des systèmes de défense naturels, donc ne fais pas ce genre de T'embête pas choses. avec ça. T'embête pas avec ça, ma chérie. T'embête pas avec ça.
Merci. T'embête pas. Je passe à Shahbaz, si vous pouvez venir. Merci. J'arrive. Chaque semaine, vous le savez, je regarde tout ce qui se passe pendant les off, pendant les magnétos, pendant les pubs. Et cette semaine, il y a beaucoup de dossiers sur Cyril et les chroniqueurs. Alors, chaque soir, on ne se rend pas compte, mais on a une gigastar dans l'émission. 20 ans sur France Télé, mais il aura suffi d'un seul mois pour qu'il devienne la star des chroniqueurs télé. Ça, si je vous dis Big Laoui, ça vous dit quelque chose? C'est Fabien Lecoeuvre. Regardez. On dirait qu'il y a Taylor Swift qui arrive, non mais sans déconner. Tic-tac. C'est incroyable. Ici qu'on voit ça. On continue avec Thomas Guénolé qui a rejoint l'équipe. Alors, il y a peu, on l'adore. Vous me dites si je suis mauvais, hein, Cyril. Je peux rester un peu seul. Et il y a donc Thomas Guénolé a rejoint l'équipe il y a peu, mais on l'adore, Thomas. Thomas, il est parfait, mais il oublie parfois qu'il a des chacals autour de lui sur le plateau. Regardez, c'est le photographe de la semaine. J'ajoute que ma femme est une bombe, hein, voilà, je ne m'en vante pas en public. Quoi ? Ma femme est une bombe, voilà. Je le dis. T'as pas une photo? Non, pas sur moi. T'as pas de photo dans ton téléphone? Thomas, Une photo de ta femme? t'as des photos de ta femme à poil? Non. Ah, non. T'en veux? T'en veux? Quelle lourdeur. Quelle lourdeur. Oui, Thomas. Oui. Je dois dire quelque chose avec un peu de gravité quand même, parce que je ne peux pas laisser passer ça, évidemment. Jean-Michel Marie m'a demandé... Jean-Michel Marie. Jean-Michel Maire. C'est vrai, c'est une fusion. Je sors des photos nues à poil de sa femme. Jean-Michel, voilà, Ouais. m'a manqué de respect. J'ai donc décidé de le provoquer en duel et je l'annonce sur notre antenne. Parce que voilà, il ne faut pas laisser passer. Alors ça se passera bien sûr sur ce plateau. Ça se passera mardi. Avec votre permission, Cyril. Avec grand plaisir. Bah, oui. Cyril, d'ailleurs, arbitrera. Il faudra qu'on choisisse nos deux témoins. Lundi, j'annoncerai le choix des armes, puisque je suis l'offensé. On va faire ça à l'ancienne. Mais avant toute chose, Jean-Michel, consentez-vous à ma provocation en duel? C'est un grand plaisir. Je vais te mettre au sang. C'est vrai que le dernier grand... Pas de bagarre, hein. Non, un peu quand même. Le dernier duel a eu lieu en 67. C'est Gaston Defferre, le maire de Marseille, qui s'est battu contre un député RPR de l'époque. Voilà, ça s'est arrêté au premier sang. Ils sont battus à l'épée. Et le député républicain, enfin RPR, a saigné un tout petit peu. Ça s'est arrêté. Et voilà, ça a été interdit. Juste après, c'était le dernier duel, en 67. Bravo. Voilà, donc Merci. mardi, il va se... Merci. Bon, je serai là mardi. Bon, sur cette info historique, on continue avec vous, Cyril. Oui. Cyril, on est d'accord que les débats avec Fabrice Divisio, Maître Divisio, vous passionnent chaque soir. J'adore, c'est ma passion. Il est là tout à l'heure, il arrive. Hein. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez à la maison, c'est que lorsque vous voyez Fabrice Divisio parler chaque soir, le réalisateur n'ose pas faire de plan sur Cyril. Pourquoi? Eh bien, je vous donne la réponse et vous allez le découvrir en image, puisqu'il fait plein de conneries pendant que Fabrice Divisio parle. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, un animateur se coiffer pendant... Regardez, il n'y a que sur C8 que vous pouvez voir ça. Je l'ai pas. C'est-à-dire que tout le monde la commente alors que finalement les principaux intéressés ne l'ont pas. Ça, c'est un truc tout à fait extraordinaire. Libé l'a obtenu. Moi, je téléphone à la juridiction. On me dit non, vous ne pouvez pas l'avoir. Elle vous sera notifiée par courrier. Sur ce sujet, une discussion sérieuse. On aurait pu. Mais vous n'êtes absolument pas dans le sérieux de la discussion. C'est pas votre propos. Votre propos est ici de faire du buzz. Vous le faites plus ou moins bien, avec plus ou moins de talent. Il fait partie des personnes, des professeurs de ce pays, probablement au monde, les plus titrés et les plus publiés. Vous imaginez bien que ce serait lui faire une grande offense, c'est que prescrire de l'hydroxychloroquine ne met pas en danger les patients et n'expose pas ces derniers à un risque injustifié. Et déjà statuer sur la question avant même de pratiquer une enquête. Si vous voulez, cette décision, il y a un élément qui ne trompe pas.
il est dit à la fin quelque chose que j'ai jamais vu dans ma carrière. Une juridiction qui vous dit, les explications qu'il a fournies, je les écarte, je les prends pas en compte. Pourquoi? Merci. Bah je sais pas. Merci. Alors on va voir le sondage, s'il vous plaît. Et il est imperturbable. Vous avez vu ou pas? Moi, ce qui me bute, c'est on va voir le sondage. Il revient complètement normal. Cyril, chaque soir, c'est le défilé pour savoir qui vous cirera le plus les pompes. Cette semaine, c'est Jean-Michel qui a le trophée du plus grand suceur. Problème, ne croyez jamais ce qu'il vous dit. Il vous envoie de la poudre aux yeux. Sachez-le, Cyril. Regardez, c'est la douille de la semaine. Je t'écoutais sur Europe tout à l'heure. J'étais cassé. Là, il cassait tous les délires, tout va bien dans la police et tout. Lourdague, le Arnaud, là. Bon. Vous savez, comme j'ai réussi à faire croire que j'écoutais tous les jours, c'est la première fois que j'écoute. J'ai écouté 2 secondes. Je criais. J'ai oublié de préciser que j'aurais aimé pouvoir écouter tous les jours, mais je ne peux pas. Je suis. Ne t'inquiétez pas, vous allez avoir le temps, bientôt. Et enfin, oui, avant de repartir, Cyril, autre suceur, c'est Thomas Guénolé. Il vient d'arriver, il veut faire bien bonne impression, c'est normal. C'est très sympa. Mais ça rend fou quelqu'un autour de cette table, c'est Jean-Michel, qui est le jaloux de la semaine. Encore. Les amis, restez bien en place, on apporte de l'eau tout de suite. Merci beaucoup, restez bien en place, on apporte de l'eau tout de suite. C'est lui le Paolo. Voilà, vous êtes une merveilleuse. Quelle lécheur de boule, cette Thomas, putain. Pire le tout, je crois. Oui, je suis ton pote. Stéphane, il est super. Ah, là, il a été super. C'était bien, là, tes mains. Allez, on est bien là. Non, mais je le garde. Regarde, maintenant, il va faire la bise à Daniel. Non, mais quel lécheur. T'as vu? Il est parti faire la bise à Daniel. Là, quel lécheur de boule, c'est Thomas, putain. Il est parti faire la bise à Daniel. Je crois qu'il veut la... Je l'ai pas déjà fait. Quel relou. Je le dis avec gravité, Jean-Michel Maire m'a remanqué de respect. Deuxième duel? Non, on va fusionner, ce sera le même duel, mais ce sera plus violent du coup. Incroyable. Bon, allez, on vous retrouvera mardi, vous deux. Pour le moment, c'est les coups de cœur et les coups de gueule. Merci, les chéris. On va démarrer avec Jean-Michel Maire. Tiens, vous avez un petit coup de cœur. Un coup de cœur pour une école en Chine, parce qu'on parle souvent ici du manque d'autorité à l'école. Bah, en Chine, eux, ils rigolent pas du tout. C'est une école, un internat, ils sont entre 4 et 18 ans. Et leurs semaines sont incroyables. Ils travaillent déjà 6 jours sur 7. Et ils se lèvent à 5h30 du matin. Ils enchaînent sur du sport, des cours, du kung-fu. Ouais. Enfin, c'est une discipline incroyable. Il n'y en a pas un qui bronche. Et je crois qu'ils travaillent très bien. Regardez. Dans cet internat, 1500 étudiants de 4 à 18 ans apprennent l'art millénaire du kung-fu. Plus de 18 heures par semaine. Au programme, souplesse, rigueur, résilience. Réveil au son d'un chant militaire, ces élèves sont en CE2. Nous sommes patriotes et forts, nous travaillons dur. En chœur, ils scandent les valeurs de l'école. Avant un petit réveil musculaire. Il est 6h30 du matin. On comprend en voyant ça pourquoi la Chine va, bien sûr, être la plus grande puissance économique et autres, encore dans quelques années, encore plus. Et pourquoi on va être à des années-lumière ça, forcément. Alors, il n'y a pas un parent d'élève qui vient insulter le prof parce qu'il a une mauvaise note. Quand vous voyez ça, ça fait peur. Vous vous dites, là, vraiment, on sera jamais au niveau. Hein. Ah bah ça, oui, Gilles Verdez, je sais que c'est pas votre... Heureusement qu'on sera jamais au niveau. Ah oui, ça fait tellement. Gilles Verdez, vous êtes pour l'école de la médiocrité. Non, ça fait tellement de débats là-bas et de problèmes que les députés chinois sont en train de réfléchir à revenir en arrière. Ils ont des 8 heures de cours par jour, des journées de 12 heures à l'école. Ben, ils sont en train de dire, les enfants n'en peuvent plus, on va arrêter ça. Donc votre exemple, il est délirant. Il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu, je suis d'accord, tout à fait d'accord. Il y a un juste milieu, vous êtes quand même pour l'école de la médiocrité. Non, c'est bizarre là-bas, il n'y a pas d'élèves qui agressent leur professeur, il n'y a pas d'élèves qui crachent sur leur professeur, il n'y a pas d'élèves qui manquent de respect à leur prof. Il n'y a pas de Voilà, on voit que c'est carré. Là, le curseur est un peu... Voilà, ça serait bien qu'il y ait un juste milieu entre eux et nous, parce que les enfants, ils sont un peu robotisés, et tu as beaucoup de médecins aussi qui disent qu'ils sont tellement forcés physiquement qu'ils ont des développements complètement bloqués à 14-15 ans. Au-delà de ça, ce qu'on voit là, c'est que ça nous montre que forcément, les mecs, on va se faire passer devant. Déjà loin devant, mais là, ils sont à des années-lumière. Hein. C'est vrai qu'on n'aura jamais le niveau. Hein. Gilles Verdez, en ayant des gens comme vous,
c'est sûr qu'on va pas avancer. Moi, je pense que pas forcément juste le milieu. Moi, je pense que ça, c'est très bien pour les gamins qui, à 9-10 ans, sont déjà perdus et commencent à faire... Je suis désolée. C'est-à-dire qu'au lieu de les pas mettre, pour tous les écoliers, évidemment. Mais moi, j'en rêve de ça pour les gamins. Là, on sent déjà à 9-10 ans que c'est foutu et que ça va. Ils vont faire des délinquants, des petits délits, jusqu'à arriver à 14 ans à tuer de sang-froid quelqu'un. Je suis désolée, moi, ça ne me fait pas peur du tout si on me dit qu'on met ces gamins perdus dans ce genre d'école. Jean-Michel. Eh ben moi, je pense que ce que ça démontre, c'est que pour fabriquer un homme ou une femme de qualité, ça passe d'abord par l'éducation. Ça veut dire que les premières années où on élève ses enfants, où on leur apprend, on les fabrique, on les éduque à être des gens bien, avec un bon comportement. Donc je ne suis pas totalement hostile à ça. Oui, Paul Scaxo, vous en pensez? Moi, j'aime pas, on dirait une usine, on dirait des robots. Non, ça fait flipper, hein. Bah, t'as pas envie que ton gosse à 8 ans, il subisse ça, je suis désolée. En plus, là, c'est pas des délinquants, c'est des enfants normaux. Oui, c'est ça. Oui, mais bon, ça... Non, pas pour toutes c'est mieux que fumer des bédos à la sortie de l'école. Bah, toi, tu doses pas aussi. Oui, non, il y a un juste milieu. Sauf que là, il faut pas qu'il y ait une oreille qui bouge, quoi. C'est ça qui est ennuyeux. Là, c'est sûr qu'il y a une oreille. Il faudra pas qu'il y ait une oreille qui bouge. Guillaume Janton, un petit coup de cœur aussi. Il y a 8 mois, j'ai vécu le plus beau jour de ma vie, c'est la naissance de mon fils Jules Titouan. Ouais. Et avant ça, il y a toute l'excitation des échographies. Vous commencez à voir un peu le visage du bébé, etc., à quoi il ressemble. Et il y a une clinique du côté de Dieppe qui a une super idée qui va permettre aux personnes malvoyantes ou non-voyantes de pouvoir sentir et imaginer le visage de leur bébé en touchant des échographies, mais en 3D. Donc ils vont déjà voir à quoi ressemble leur bébé en étant non-voyant ou malvoyant grâce à ce nouveau système. Et ça se passe à Dieppe et j'ai trouvé ça super. On peut regarder ça, regardez. Ouais, c'est beau. C'est la première rencontre avec son bébé. Une découverte en noir et blanc ou en 3 dimensions qui prend aujourd'hui un nouveau visage. L'échographie en relief. Elle permet de toucher du bout des doigts les traits du futur enfant. Une innovation destinée aux femmes enceintes malvoyantes. On s'est dit, il manque quelque chose pour nos patients malvoyants, c'est cette image 3D. En moins de 2 heures, le docteur Nico fait apparaître le visage du futur bébé avec une imprimante 3D. J'avais peur que ça soit très abstrait, mais en fait, c'est vraiment bien fait. C'est une première rencontre un peu, donc ouais, c'est mon rôle de père qui commence, entre guillemets. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Il ressemble au fils de Guillaume, d'ailleurs. Ouais. Titouan qu'on embrasse. Jules Titouan. Le problème, c'est que tous les fœtus ont à peu près la même tête. C'est rare qu'il y en ait un qui ait 3 yeux, un grand nez. Bah, d'accord, mais vous cassez tous les rêves. Ouais, non, mais c'est sympathique, mais bon. Lui, il casse tous les rêves. C'est plus que sympathique. On fait pareil pour les œuvres d'art, les tableaux. On fait des moulages de tableaux célèbres et pour que les aveugles puissent le toucher et reconstituer. Sacha Albaz. J'ai un coup de gueule, qui risque de vous concerner aussi d'ailleurs. Bah moi, je vais avoir un coup de cœur tout à l'heure qui risque de vous concerner aussi. Ah. C'est la réduction des effectifs. J'ai un coup de gueule. Alors, des taxes, encore des taxes. Vous savez que quand vous prenez l'avion, eh bien, vous êtes taxé le prix du billet de 20 à 40%, c'est des taxes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont décidé d'encore augmenter les taxes. Alors, ça ne va pas concerner que les avions qu'on prend nous, il y a aussi les avions que peuvent prendre certains peut-être autour de cette table, c'est-à-dire des jets privés. Ça va concerner tout le monde. Alors, Daniel, pas bon pour toi, ça. 20 à 40% et sur les longs courriers, une taxe de 7 € va passer à 60 €. Ah non. Multiplié par 8. Vous vous rendez compte? Et il y a un vrai problème parce que, par exemple, pour tous nos compatriotes qui sont ultramarins, eh bien, vous savez que ça coûte déjà très cher de rejoindre la Guadeloupe, la Martinique, etc. Eh bien, les prix vont encore plus exploser. Donc là, ils veulent encore augmenter les taxes pour faire des économies. Alors, comme si on n'était déjà pas assez taxé, voilà encore qu'on nous rajoute un nouvel impôt sur les billets d'avion et sur même les trajets en jet privé. Gilles Bernet, vous êtes pour? Non. Non. Je suis beaucoup de trajets. Non, je suis contre Sacha Elbaz. Je suis pour la taxe. Bah oui, bien entendu. Bien sûr que vous êtes pour la taxe. Bah évidemment. Non, mais ok pour les ultramarins. Tout ce qui est contre les Français, vous êtes pour. Non, mais quand on a... Forcément, vous n'aimez ni votre pays, ni les Français. J'aime la France autant, sinon plus que vous le savez. Non, je pense pas, non. Bah si, voilà. Vu vos discours tous les soirs, non. Non, il n'aime pas la même. Non, c'est une autre France, mais voilà. Mais vous aimez la France que plus personne n'aime. On le voit dans les sondages tous les jours, vous êtes 2%. Donc, montez un parti, vous ferez autant qu'Anne Hidalgo. Merci. Bah, on peut fusionner. Si vous voulez, cette taxe, elle va toucher globalement des privilégiés. Quand on prend... Pas du tout. Globalement, quand on prend l'avion, c'est qu'on a l'argent pour prendre l'avion, Cyril. À part les ultramarins. Gilles Verdez, vous savez quoi? Vous êtes encore à côté de la plaque, Gilles Verdez, une fois de plus. Ils sont en train d'enlever aux Français les chaînes qu'ils aiment bien. Ils sont en train d'enlever aux Français d'aller au cinéma, c'est devenu impossible.
D'aller au restaurant, c'est devenu impossible. De prendre, maintenant, de prendre un billet d'avion, c'est devenu impossible. Donc c'est cher de voyager. Donc, les Français, ils peuvent plus rien faire. Ça veut dire qu'ils peuvent plus aller au voyage, ils peuvent plus aller au restaurant, ils peuvent plus regarder la télé, ils peuvent plus rien faire. Mais Gilles Verdez, ils peuvent plus aller au restaurant, mais Gilles Verdez dit toujours oui. Hein, ils peuvent plus aller à la boulangerie bientôt. Il y aura plus de boulangerie aussi. Hein. Voilà, donc je vous le dis, il y aura plus de boulangerie. Voilà, ils peuvent plus rien faire. Les Français, donc on leur enlève tout. Mais Gilles Verdez dit j'aime la France, j'aime les Français. Gilles Verdez, une ineptie à chaque fois qu'il ouvre la bouche. C'est pas vrai que ce soit n'importe quoi toute la journée. C'est pas vrai, il n'y a pas que les privilégiés qui prennent l'avion. Non, mais bien sûr qu'il n'y a pas que les privilégiés qui prennent l'avion. Ça veut dire que lui, il veut voir les Français mourir, mais il continue à les enfoncer, Gilles Verdez. Il est là, il les voit, ils sont sous l'eau, mais il en met quand même la tête sous l'eau encore plus. Mais arrêtez, Gilles Verdez. C'est insupportable votre discours, c'est bon. Moi, un truc que je comprends pas, on a dit que la priorité des Français, c'était le pouvoir d'achat. Depuis le nouveau gouvernement, on se fait raqueter encore plus. On augmente les impôts. L'électricité, il y a l'électricité qui va arriver. L'électricité, ça va être quelque chose. Ils ont supprimé la taxe d'habitation, mais ils ont augmenté la taxe foncière. Où vous dites n'importe quoi, Gilles Verdez. Où vous dites n'importe quoi une fois de plus. Une bêtise, mais excusez-moi. Ça va pas impacter les plus riches, 60 €, qu'est-ce qu'ils s'en foutent de payer 7 €, 60 €. Donc ça va impacter les ménages les moins aisés, bien entendu, et les classes moyennes, qui vont dire quand on est 5 et qu'on va payer de 7 à 60 €, eh ben ça va faire 5 fois 5 parce qu'il y a 250 € pour toute la famille. Là, ça va impacter. Mais le mec riche, 250 €, il en a rien à foutre. Hein. Donc Gilles Verdez, une fois de plus, vous dites n'importe quoi. Les riches de Gilles Verdez, ils gagnent 2 000 € chaque mois. Mais il dit n'importe quoi. Ceux qui gagnent 2 000 €, ils s'en foutent pas. Non, mais il dit n'importe quoi. Ça veut dire que les Français, ils ne doivent avoir que des contraintes. Ça veut dire qu'ils peuvent plus aller en vacances, ils peuvent plus aller au restaurant, ils peuvent plus regarder la télé, ils peuvent plus rien faire. Les Français, ils peuvent plus acheter du pain, c'est terminé, et ils peuvent plus aller en vacances. Parce que vous inquiétez pas, hein, ça va pas du tout impacter les plus riches. Les plus riches, ils iront autant en vacances. Hein. Sachez-le, 250 € pour 5, ils s'en foutent totalement. 50 € le truc, ils s'en foutent. Ils vont impacter les personnes qui ont envie justement de kiffer un peu et de pouvoir partir avec leurs enfants, avec leur famille. Évidemment. Et ils vont pas pouvoir le faire parce que ça va être là par contre, ça va les impacter. Parce que si tu as 5 billets et que tu as 250 € en plus, je peux te dire que ça va t'impacter. Donc voilà, Gilles Verdez, excusez-moi, vous dites des bêtises. Voilà, une fois de... Je peux vous répondre ou pas? Vous pourrez encore redire des bêtises? Oui, sans doute. Des bêtises sur bêtises. Je vais me taire alors, parce que ça fait trop de bêtises. Non, mais vous êtes d'accord avec moi que ça va impacter les bleus et moins? Mais non, mais vous globalisez toutes les taxes, vous dites les boulangeries, tout ça, c'est justement... Mais non, on parle de l'avion, là. Oui, justement, l'avion... Ça va impacter qui? Ça va pas impacter les plus riches. Gilles Verdez, vous êtes... Mais vous trouvez où l'argent? Je trouve que cette taxe-là, elle est moins délirante que d'autres taxes, voilà. C'est ce que... Vous voyez pas qu'on est en train de tout leur enlever aux Français? Si, mais comment on fait, vu le trou dans la... Gilles Verdez, arrêtez un peu. On enlève ce qu'on a déjà dit. Les aides aux personnes qui n'ont pas lieu d'avoir... qui n'ont pas besoin d'avoir d'aide. On est déjà plus imposés, déjà. Ça y est, stop. Gilles Verdez, on enlève les aides, et on va en parler tout à l'heure. Et les associations. Et chérie, les associations, les aides, dites pas n'importe quoi. Il y a d'autres choses à faire avant. Il y a des gens qui n'ont rien à faire en France et qui bénéficient d'aide. Donc arrêtez de dire des bêtises. Il y a plein de familles qui épargnent toute l'année pour essayer de partir en vacances. Bien sûr. Et on va donner des aides à un mec qui vient de je sais pas où, de Roumanie ou je sais pas où, depuis une semaine, lui va être aidé. Lui va prendre autant qu'un agriculteur. Il va prendre autant qu'un agriculteur qui travaille toute la journée. Gilles Verdez, excusez-moi, Gilles Verdez, si vous étiez un grand chef d'entreprise, ça se saurait. Merci. Oui. Dès qu'on parle d'écologie, parce que c'est ça le motif qui est invoqué sur les trajets en avion, dès qu'on parle d'écologie, moi je veux bien qu'on taxe le négatif, mais à condition qu'on subventionne le positif en parallèle. Comme ça, on donne aux gens une alternative. Et ça existe en matière d'avion. Quoi? Le biocarburant. On va pas prendre des avions en papier pour voyager. Les avions à biocarburant, ça existe. Et donc moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on taxe plus les avions qui utilisent du kérosène, à condition qu'on subventionne les avions qui font du biocarburant. Et c'est pareil avec les bagnoles. J'ai pas de problème avec le fait qu'on taxe les bagnoles qui polluent si on subventionne le développement des voitures électriques. On peut pas punir d'un côté sans aider de l'autre. Thomas Guénolé, on le fait déjà. Ils veulent juste raqueter les gens. Excusez-moi. Non, mais c'est ça qui est vicieux, c'est qu'on taxe, on punit le comportement qu'on considère négatif, mais on ne subventionne pas le comportement positif. Et donc il y a quelque chose qui est foncièrement injuste. Moi, je veux dire, on fait que punir les Français. Oui, c'est ça. Il faut subventionner aussi. Les Français ne sont que punir. Sinon, ça bougera jamais. Gilles Verdez est content. Voilà, non, je suis pas content. Gilles Verdez est content parce qu'on aide des gens qui ont l'AME, qui viennent se faire recoller les oreilles en France. Vous allez me chauffer sur l'AME? Il est content parce qu'on aide des gens qui viennent en France juste pour se faire recoller les oreilles. Il est content parce que je me suis renseigné là-dessus sur le recollage des oreilles, Cyril. Il a les oreilles recollées, magnifique, t'étais mieux. Juste un truc, en fait... On vous a pas donné la parole. D'accord. Le vendredi, c'est mollo. Mais sur l'AME, c'est pas vrai ce truc. Mais bien sûr que si. C'est dans la liste. Mais les mecs, vous savez qui me l'a dit?
Gauthier Lebray. Et Gauthier Lebray ne dit jamais de bêtises. La chirurgie. C'est plus confiance en Gauthier Lebray qu'en vous deux réunis. La chirurgie pour les AME, c'est de la chirurgie réparatrice. C'est pas de la Mais chirurgie arrêtez de dire des esthétique, vous confondez. bêtises. Vous savez comment ça se passe l'AME, Thomas Guénolé? Vous êtes C'est pas des gens qui arrivent, tiens, je vais me refaire une Vous êtes visite. encore un gugus, Thomas Guénolé. Je vais vous dire comment ça se passe l'AME. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Ça va se finir au sabre, hein, faites Ils gaffe. arrivent, mais oui, au sabre, avec Thomas Guénolé. Allez. Occupez-vous d'abord de Jean-Michel Maire. Chaque chose en son temps. Oui, c'est bon. Thomas Guénolé, je vais vous dire comment ça se passe. Vous êtes un gugus comme Gilles Vernet. Là, Non, mais pourquoi je dois être assimilé à lui, moi? Là, c'est le spectacle des mots gugus. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Non, c'est vous qui savez pas de quoi vous parlez quand vous parlez de l'AME. Je vous le dis avec tout le respect. Merci, s'il vous plaît. Merci les gugus. Allez, je vais vous expliquer. Ils arrivent. Et c'est vrai que c'est un catalogue. Donc ils sont avec les gars, et ça se passe limite comme ça. Je vous jure que c'est vrai. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Si, mais arrêtez, mais je le sais. Mais arrêtez, vous connaissez rien. Ça fait une semaine que j'en parle avec une travailleuse sociale qui bosse là-dessus depuis 30 ans. Mais vous parlez avec qui? Arrêtez, vous dites que des inepties depuis 2 semaines, depuis que vous êtes là, vous dites que des bêtises. Pas vrai. Sur l'AME, vous dites. Sur l'AME, avec toute l'affection. Le nombre de bêtises que vous avez. Avec toute l'affection que j'ai pour vous, sur l'AME, vous dites des conneries. Vous ne dites que des bêtises depuis que vous êtes arrivé. Si le gars fait ça, et recoller les oreilles, ça te chaufferait pas? Ah bah vas-y, fais-le aussi. On peut le faire en plus, tu vois. Bien sûr que ça se passe comme ça. Oui, ça c'est vrai, oui. Bien sûr que ça se passe comme ça. Un anneau gastrique posé. Oui, mais ça peut être justifié. Non, mais le problème de l'AME, c'est que jusqu'à présent... Il a posé un anneau gastrique, c'est bon, arrêtez de parler sur les autres. Ceux qui développaient l'AME, le principal argument, c'est de dire que si les gens étaient malades, s'ils étaient contagieux, il valait mieux les soigner plutôt qu'ils rendent malades les autres. Et là, ils veulent le transformer en aide médicale d'urgence pour traiter les sujets urgents. Bravo, ça s'appelle des priorités. Jean-Michel Cohen. Arrêtez, Thomas, arrêtez de parler sur les autres, c'est insupportable. Jean-Michel Cohen, vous avez tout à fait raison. Et Jean-Michel Cohen vient de nous dire qu'il avait posé un anneau gastrique. Un anneau gastrique, ça c'est de l'urgence. Il y a de l'urgence. Mais ça, vous savez comment ça se passe? C'est avec le mec, ils lui disent, tu te trouves en surpoids, mets un petit anneau, hein, on peut te le mettre. On peut te le mettre aussi, mais on peut faire anneau, recoller les oreilles. Tu veux pas un blanchiment des dents aussi? Bah voilà, très bien, bah voilà. Bah tu vas voir, elle sort au bout de 2 semaines, c'est Polska. Mais c'est bon, les mecs, arrêtez. Elle arrive, c'est moi. Elle me prendre pour un con. Merci, allez. Moi j'ai un coup de cœur pour Vincent Jeanbrun, qui souhaite écarter Anne Hidalgo de la gestion du périphérique. Ah oui, bravo. Il est avec nous aujourd'hui. Bravo. Oui, merci. Merci. Merci Vincent Jeanbrun. Merci d'être là. Vous allez bien? Ça va, bah non, alors merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Excusez-moi, je suis tellement d'accord avec vous. On va rappeler ce que vous avez dit. Vous êtes député du Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun, et vous êtes pour transférer la gestion du périphérique à Paris, à Paris-Île-de-France Mobilité, parce qu'aujourd'hui c'est la mairie de Paris qui gère le périphérique. Pas normal. C'est une ineptie totale, une fois de plus, c'est pas normal. Mais je vais vous dire, c'est pas la première folie qu'on voit dans ce pays. Je vous le dis, je fais une émission à la radio qui s'appelle On marche sur la tête. On sait très bien qu'on marche sur la tête. Donc Vincent Jeanbrun, vous avez déposé un projet de loi qui consiste en quoi? C'est très simple, c'est faire en sorte qu'on rende le périphérique aux franciliens, c'est-à-dire qu'on arrête d'avoir la gestion de Madame Hidalgo et de son idéologie qui veut transformer le périphérique, qui est le premier axe de France, en petit boulevard urbain avec des fleurs, des pistes cyclables et des feux rouges. Moi, j'ai rien contre les fleurs, les pistes cyclables, simplement là, c'est un axe majeur qui sert non pas que aux Parisiens, puisque 80% de ceux qui roulent dessus tous les jours, c'est des franciliens, en tout cas, c'est des non-parisiens. Donc, Madame Hidalgo ne peut pas décider toute seule. Et donc, je demande simplement à ce que les décisions et l'aménagement de ce territoire se fassent à une autre échelle, l'échelle de la région Île-de-France. Nous, on a l'impression qu'Anne Hidalgo, elle a tous les pouvoirs. On avait dit que les 50 km/h, ça passerait pas sur le périph'. Elle l'a fait passer. Maintenant, il y a même on peut même se faire flasher. Elle fait ce qu'elle veut, Anne Hidalgo? Tant qu'on ne lui a pas enlevé la gestion du périphérique, oui, elle fait ce qu'elle veut, la preuve. Et c'est pour ça que je lance cette proposition de loi et c'est pour ça que je lance aussi une pétition, absolument, Cyril. Et je serais extrêmement fier que vous la signiez. Merci d'avoir fait de la publicité là-dessus hier. Parce que, les amis, il faut me donner du pouvoir pour qu'à l'Assemblée nationale, on puisse, je vais la signer. On puisse, à l'Assemblée nationale, dire que c'est soutenu par les citoyens. Franchement, non, mais non, c'est important. Vous pouvez la signer. Vous êtes le premier, je crois. Ceux qui veulent la signer. Je la signe. Qui va la signer?
Jean-Michel Maire à côté, allez-y. Voilà, ça moi je la signe. Signez là, on en parle dans un instant. On peut mettre un mot à Anne Hidalgo. Signez à côté. On peut mettre un mot à Anne Hidalgo. Il faut faire 100 000, une pétition. Donc, on va la faire circuler en ligne aussi. Oui, absolument. Elle s'appelle Rendons le périphérique aux Franciliens. Vous pouvez la trouver sur mes réseaux sociaux, j'espère sur vos réseaux sociaux aussi. Je vais la relayer. Parce qu'il faut absolument donner de la force populaire et montrer que c'est pas un combat politique droite-gauche, c'est même pas le sujet. C'est juste qu'il y a des Franciliens qui ont besoin de cette autoroute pour aller travailler. Je suis complètement d'accord. Il y a des gens qui autour ont besoin qu'on fasse des aménagements pour que ça fasse moins de bruit, que ça pollue moins. Et le problème, c'est que la ville de Paris est ruinée, donc ils n'ont plus les moyens de mettre de l'enrobé phonique comme fait par exemple la région de France avec Valérie Pécresse sur les autoroutes. On a ce besoin-là et c'est pour ça que cette pétition, j'ai besoin de vous tous sur cette pour la faire pétition, gagner. Tous ceux qui la signent, j'aimerais que vous la relayiez sur vos réseaux sociaux également. Polska, vous allez la signer également? Oui, je vais la signer, je vais la partager sur tous mes réseaux. Merci, voilà, Polska. Et moi aussi. Il n'y a que Gilles Verdez qui ne va pas la signer. Voilà. Gilles Verdez qui va signer une autre pétition. Il s'en fout de l'infirmière qui le soir a besoin de rentrer à la maison. Mais Gilles Verdez, vous avez tout à fait raison. Et que c'est bouché, du coup elle ne va pas voir ses enfants. Gilles Verdez, il va signer une pétition pour que des personnes qui arrivent sur le territoire depuis une semaine se fassent recoller les oreilles. On en parle dans un instant. On reste avec nous sur C8. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 19h45 environ. On se touche pas bon. Week-end. Je voudrais remercier Vincent Jeanbrun, député du Val-de-Marne, d'être avec nous, qui est à l'initiative d'une proposition de loi pour transférer la gestion du périphérique. D'arrêter de le laisser à la mairie de Paris. C'est tellement évident. Parce qu'aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué. On parlait des 50 km/h qui viennent d'arriver. Et Anne Hidalgo a fait ce qu'elle voulait. Elle fait ce qu'elle veut, elle peut flasher, etc. Ce que je disais à Vincent Jeanbrun il y a un instant, ce qu'il me disait également, c'est que ça pénalise qui? Ça pénalise les travailleurs. On est d'accord, c'est ce que vous me disiez. Ouais. Ça pénalise les travailleurs. En fait, en France, on pénalise toujours les plus pauvres. Je vous le dis, et ceux qui veulent travailler. En fait, on pénalise. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'avion, vous allez pénaliser pas les plus riches, vous allez pénaliser les plus pauvres. Sur le périphérique, là, vous n'allez pas pénaliser le mec qui est blindé et qui s'en fout d'arriver en retard. Voilà, et non, mais je vous le dis, c'est vrai, vous allez pénaliser les travailleurs qui doivent gagner de l'argent, mais c'est les travailleurs qui veulent se déplacer, les artisans qui doivent, les plombiers, etc. Vous allez encore pénaliser ceux qu'on doit arrêter de pénaliser tous les jours en France. On n'arrête pas de pénaliser les plus pauvres, ceux qui travaillent, et en fait, ils ne sont pas récompensés dans quoi que ce soit. C'est-à-dire, voilà, le mec qui veut partir en vacances, que je reprends l'exemple de l'avion, le mec qui a une famille qui veut partir et qui a travaillé pendant 3 mois, qui veut partir en décembre en vacances, il va payer une taxe en plus. Lui, vous allez voir, il va la sentir passer s'il est avec toute sa famille. Le mec qui est blindé, je vous le dis, Gilles Verdez, les 50 balles par billet, il ne les verra pas du tout passer, il partira en vacances pareil, il ne verra même pas qu'il y a 50 € en plus. Donc, voilà. Sur le périphérique, Vincent Jeanbrun, est-ce que vous pouvez expliquer votre projet de loi encore une fois et essayer, vous êtes tous d'accord avec Vincent Jeanbrun? Oui, évidemment. Mettre les pancartes. Il manque une signature là. On a tous signé. Il manque une signature, c'est Gilles Verdez. C'est normal, vous savez, Gilles Verdez, il travaille pour les plus riches et les plus aisés. Donc voilà. Gilles, si vous me permettez de m'adresser à vous. Pour les GAFA. Je suis député de la circonscription où il y a le marché international de Rungis. C'est essentiellement des gens qui travaillent la nuit. Bien souvent, ils se logent assez loin. Et ils se disent, c'est pas grave parce que de toute façon, je vais rouler relativement vite, c'est pas encombré la nuit. Quand vous changez la vitesse sur le périphérique de manière unilatérale, comme le fait Madame Hidalgo, vous leur faire perdre du temps en dehors de chez eux, sur la route, pour rien. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est ces travailleurs-là que j'imagine vous avez à cœur de défendre. Non. Et ben, c'est eux qui sont pénalisés les premiers. Parce qu'il faut bien imaginer que dans la route, c'est ceux qui travaillent la nuit qui ont besoin de cet outil. Et là, on les prive de cet outil. C'est pas acceptable et c'est pour ça qu'il y a cette pétition. On veut rendre l'autoroute, le périphérique aux Franciliens. Quand ils vont se prendre des flashs, voilà, vous croyez quoi? Vous croyez que ça va leur faire plaisir? Non mais Gilles Verdez, excusez-moi, mais je sais pas. J'ai l'impression que votre cerveau est mis à l'envers. Et je vous aime beaucoup, mais je vous jure, on dirait que vous pensez à l'envers. Donc, quel est votre argument face à Vincent Jeanbrun? Alors d'abord, Monsieur Jeanbrun, je sais que vous êtes un élu du Val-de-Marne de terrain, donc j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais là, excusez-moi, c'est n'importe quoi. Alors, Cyril avait donné le chiffre l'autre jour, c'est 12 minutes en plus la réduction. 12 minutes en plus, il n'y a personne pour le périphérique. 12 minutes, c'est énorme. 12 minutes. Non mais d'abord, ça c'est délirant. Et deuxièmement, Monsieur Jeanbrun... Si vous habitez dans le Val d'Oise, ça vous fait 24 minutes par jour aller-retour, je peux vous assurer que ça fait une sacrée différence. Il n'y a pas exagéré. Tour du périph', 12 minutes. Je vais vous dire un truc. Hors bouchon. Moi j'ai l'autoroute A6 au-dessus de la ville de la Île-et-Rose, dont j'étais maire il y a encore jusqu'à quelques jours. Le problème, c'est quand vous passez de 110 km/h à 50,
ça crée des coups de frein, ça crée des bouchons, c'est générateur de bouchons. Donc en fait, c'est pas juste 12 minutes qu'on va perdre, on va perdre beaucoup plus. Parce que cette décision qui n'a pas été pensée de manière globale, elle va générer du bouchon, de la pollution. Par ailleurs, les camions, les poids lourds là qu'on citait à l'instant, ils sont optimisés en termes de pollution. Là où ils polluent le moins, c'est entre 70 et 80 km/h. Quand vous les passez à 50, ça pollue plus. Donc l'argument de Madame Hidalgo, c'est n'importe quoi à ce niveau-là. Vous polluez plus à 50 km/h qu'à 80 pour un camion. Mais Gilles Verdez, c'est le spécialiste écologie. Mais il fait tout à l'envers. On l'adore, hein, mais en plus, on l'aime autant qu'il dit des bêtises. C'est incroyable. Et on vous aime fort. Alors. Deuxiemment, merci M. Jeanbrun. Deuxièmement, là où je vous trouve un peu hypocrite, vous avez prononcé le nom de Mme Pécresse du bout des lèvres. Vous faites de la politique, vous voulez fragiliser Anne Hidalgo, vous voulez conquérir Paris. Non. Mais si, vous lui attribuez... Je vous réponds. Une fois de plus, attendez, vous allez répondre Vincent Jeanbrun, mais une fois de plus, la malhonnêteté de Gilles Verdez. Non mais c'est comme ses amis. Il est aussi malhonnête. C'est pas mes amis. Ce sont vos amis. Mais c'est pas mes amis là, en l'occurrence. Si, non mais vos amis, c'est que vous êtes comme vos amis, vous avez les mêmes méthodes que vos amis. Quelle méthode? Vous savez très bien qui sont vos amis et quelle méthode vous avez. Bah non, pas du tout. Et Valérie Pécresse, mais parce que les mecs, il faut bien que quelqu'un, elle fait son job, Valérie Pécresse. Qu'est-ce que vous racontez, Gilles Verdez? On a une maire de Paris qui fait pas son job et on a Valérie Pécresse qui fait son job. Excusez-moi donc. Si vous voulez, mais. Ah oui, c'est pas mon point de vue. Vous auriez raison si la pétition s'était enlevée à Paris pour donner à la région Île-de-France unique. Non, bah oui, derrière ça, il y a Île-de-France Mobilité qui est dirigée par la Monsieur Jeanbrun. Attendez, vous me laissez répondre. Qu'est-ce qu'on a dans la proposition que j'ai? C'est donner à l'autorité des transports, je ne rentre pas dans le détail, mais globalement, un tour de table qui est présidé par Valérie Pécresse parce qu'elle préside la région, mais autour, il y a Anne Hidalgo, il y a la mairie de Paris, il y a les 7 départements d'Île-de-France et il y a important, les entreprises et les salariés, parce qu'on leur pose jamais la question. Quand Madame Hidalgo, elle passe ça à 50 km/h, elle n'a pas posé la question aux salariés. Et d'ailleurs, nous, la région Île-de-France, on avait fait avec Valérie Pécresse une consultation. 90% des gens avaient dit non. Et qu'est-ce qui a été fait de cette concertation? Eh ben, Madame Hidalgo, elle s'est assise dessus et elle est passée en force. Et c'est pour ça qu'il y a cette pétition aujourd'hui. Et je remercie tous ceux qui l'ont signée, que ce soit autour de la table ou dans le public. Merci beaucoup. Qui va la signer là dans le public? Qui va la signer dans le public? Ah, il y a beaucoup de monde quand même. Franchement, faites signer dans le public. Il y a beaucoup de monde quand même. Apparemment, il n'y a pas beaucoup d'amis de Gilles Verdez. Merci. Non, mais oui, Pascal, très vite. Non, je voulais juste savoir si vous prenez l'engagement, si cette pétition réussit et que le périphérique revient à Île-de-France Mobilité. Est-ce que vous prenez l'engagement de remettre le périph' à 70 km/h? Parce qu'on avait vu avec l'histoire des 80 km/h qui avait fait scandale et déclenché la crise des Gilets jaunes, il n'y en a pas beaucoup qui ont remis les panneaux à 90. Est-ce que vous, formellement ce soir, vous vous engagez à le faire? Moi, je m'engagerais à défendre ça. Après, justement, l'intérêt... Ah oui, donc c'est même pas sûr que ça non, c'est pas ce que je vous dis. C'est qu'encore une fois, il faut rendre aux Franciliens. Si c'est les Franciliens qui veulent qu'on retourne à 80 km/h ou à 70, eh ben, je me battrai pour que les Franciliens aient ce qu'ils demandent. C'est ça mon combat. Justement, moi, je ne suis pas comme Madame Hidalgo. Je ne souhaite pas décider à la place des autres. Donc, j'ai envie de poser la question à tous les Franciliens. À quelle vitesse vous voulez rouler sur cette 4 voies, le premier axe de France? Si on nous dit 70 km/h, eh ben, je me battrai pour ça. Voilà. Moi, je veux redonner la parole aux citoyens. C'est comme ça que je conçois mon engagement de député. Merci Vincent Jeanbrun. Merci à vous. Vincent Jeanbrun, député du Val-de-Marne. On mettra la pétition en ligne, on la fera suivre. Qu'est-ce que vous en pensez, juge Jean-Michel Cohen, en 2 mots? J'ai failli réagir en disant que le dogmatisme en politique, c'est justement ne pas écouter l'autre. Ça veut dire que là, on traite d'un sujet d'intérêt général. Il n'y a pas de problème à discuter entre Mme Pécresse et Mme Hidalgo. Or, en l'occurrence, pour défendre une vision politique, on s'en fout de ce que peut penser l'autre. Donc c'est ce que j'appelle le dogmatisme de la politique. Donc en fait, tu fais de la politique quand tu fais ça, tu penses aux postes qui vont venir pour Mme Pécresse ou Mme Hidalgo, et tu ne penses pas à ceux qui roulent, c'est tout. Exactement. C'est comme, je vais vous dire, c'est comme quand on parle de la France insoumise et qu'on dit la France insoumise, et je vous le dis, même ceux qui étaient à l'intérieur de la France insoumise vous disent ils s'en fichent totalement des musulmans et ils s'en fichent totalement de la Palestine, mais c'est juste politique. Gilles Verdez dit oui, mais c'est politique. C'est de l'idéologie. C'est l'idéologie. Voilà, mais on se demande à quoi ça sert pour emmerder les gens. Je ne crois pas un instant à ce qu'ils disent. Gilles Verdez vous dit non, mais c'est de la politique, donc ils ont le droit de le faire. Voilà, donc mais Gilles Verdez, il accepte tout. Si vous voulez que je vous dise. C'est de la politique. Voilà, merci. C'est de la politique. Voilà, donc il continue. Merci Vincent Jeanbrun d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Allez, on va passer aux 5 images du jour. Hier, c'était le retour du meilleur pâtissier sur M6. Ça a bien marché d'ailleurs. Hein. L'émission a duré 4 heures. Ils ont eu le temps de faire des tartes tatin. Regardez, c'est plus long qu'un Shabbat chez Sacha Elbaz, ce truc-là. La nouveauté de cette saison, c'est la présentatrice qui a changé. Alors, je suis fan absolu. C'est Laetitia Milot. Je l'adore. Elle le sait. J'adore Laetitia. Et franchement, bravo.
Et elle nous l'avait dit, elle vient souvent nous voir. Elle va venir nous voir, on va l'inviter, tiens, Laetitia. Ah oui. Vous savez que je la kiffe, je l'adore. Amitié, bien entendu. Oh, attention, hein. On n'est pas là-dedans. C'est parti, merci. Vous le voyez, il y a beaucoup de changements pour cette nouvelle saison. Magnifique. Des nouvelles lunettes pour Mercotte. Et surtout une nouvelle venue de la famille du meilleur pâtissier. La grande, la belle, l'unique, Laetitia Milo. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour ce super accueil. Hein. Allez, je vous tape un câlin. Ouais. Allez, un câlin. 14 câlins. Enchantée, Laetitia. Bienvenue Laetitia. On est très heureux de t'accueillir. Ben, je suis très très heureuse aussi. Alors, il y a un candidat, il était comme un fou, voir Laetitia Milo. Mais vraiment, il a poussé un cri de joie archi chelou. Regardez. Regardez. Est-ce que vous êtes tous contents d'être là? Mais ouais. Mais parmi nos 14 pâtissiers amateurs, il y en a un qui est vraiment plus content que les autres, c'est Romain. Je peux pas commencer l'aventure sans un truc. Alors, Romain, comme il y avait Laetitia Milo, il était comme un fou. Il a tout donné hier. Une bonne humeur, des bons gâteaux et une belle gamelle aussi. Regardez. Allez, Thury, allez. Allez, José. Oula, chaud devant. Pardon, ça va. La première gamelle de la saison, c'est pour moi. Il y a un pharmacien si tu veux. Alors, hier, dans la première du meilleur pâtissier, il y a aussi eu des pleurs. Une candidate s'est coupé le doigt, Michkina, regardez. Ouais. Alors, il y a une autre candidate qui a pleuré, mais cette fois, c'était pour un truc vraiment beaucoup plus grave. Malheureusement, du caramel qui n'arrive pas à fondre. Elle était au bout de sa vie, la meuf, regardez. Dans les casseroles. La pression, là. Bon, moi, je me rappelle, moi, j'ai raté une omelette la semaine dernière. J'étais comme ça, les pleurs, les trucs, je peux vous le dire. Hein. Mais c'est là où elle est forte, Laetitia, parce qu'on sent qu'elle aime vraiment les gens et elle est désolée pour eux quand il leur arrive un truc pas bien. Elle est. Il adore Laetitia. Oui, c'est son style. Mais oui, parce que je trouve si vous étiez célibataire. Mais oui, en fait, si vous étiez célibataire. Et elle est affûtée. Non, mais je ne pense pas pouvoir l'intéresser, même si j'étais. Je confirme. Elle aime bien rouler à 50 km/h sur le périph'. Méfiez-vous, bah. Hein. Oui. On aurait pu boire un café. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est son côté empathique. À la fin, par exemple, quand il y a les éliminations, elle dit « Oh, je sens que chaque semaine, ça va me faire de la peine. Ouais. Vous voyez, elle est vraiment proche et ça paraît naturel et sincère. Vous êtes meilleur en télé qu'en société. Non, mais c'est vrai. C'est fou. Hein. Merci. Quand vous voyez ça, vous... Le politologue, est-ce que ça vous intéresse, le meilleur pâtissier, tout ça? Je regarde pas la télé de manière générale, mais... Ah bah c'est bien pour une émission. Mais quoi? mais quand je tombe dessus, je trouve ça assez captivant, en fait. Ce genre de truc. On arrive à être rattrapé. Non mais les deux, c'est que des lucards. Franchement, les deux là, les deux groupes. Non mais c'est bien fait. Bam, bam, bam. Non mais c'est bien fait parce que spontanément ça m'intéresserait pas, mais je me sens pris dans le suspense de est-ce qu'elle va rater sa béchamel ou des trucs comme ça. Voilà. Ça c'est bien fait. Merci. Vous avez une spécialité culinaire? Les pâtes à la fraise. Les pâtes à la fraise. Ah oui. Merci. Voilà. Les pâtes à la fraise. Ça va vous sinon tout le monde? Merci. Hein. Allez, vous avez dû voir les images terribles de l'ouragan Milton en Floride. Ouais, il y a eu une vidéo qui fait le tour des réseaux dans laquelle on voit un présentateur de CNN frappé par un débris en direct. Regardez. And the water now is really starting to pour over. If you look at the ground, whoa. If you look at the ground, whoa. Oh la vache. Okay. Alors, on a d'autres images, hein, bien entendu, de l'ouragan qui s'est passé en Floride. Regardez les images, moi, c'est toujours incroyable, super impressionnant. Regardez. Incroyable. Ça fait vraiment flipper. Alors, il y a une autre image qui a fait énormément parler, c'est des habitants. Des habitants, ils sont retournés chez eux. Et quand ils ont ouvert la porte, ils sont tombés, regardez sur les rats.
kidding me? Holy shit. Eh ouais, il y avait un énorme crocodile qui avait squatté chez eux. Crocodile. Imaginez Gilles Verdez qui arrive, il sert à boire au croco, tout ça. Non, mais il y avait un crocodile énorme qui avait squatté chez eux. C'est fou, hein. Oui, mais il y en a beaucoup en Floride. Et effectivement, quand il y a comme ça des perturbations atmosphériques, là, il y a eu 3 mois de pluie en 3 heures. Donc les crocodiles, il faut bien qu'ils sortent, ils tentent de s'abriter, tentent de trouver de la nourriture. Leur habitat naturel est bouleversé et donc ils rentrent dans les maisons. Voilà. Apparemment, il regardait le meilleur pâtissier. Et j'ai vu là, il était tranquille. Alors ça, cette image, ça se passe à Cannes. Oh là là, oh les chéris, cette histoire est folle. Ça se passe à Cannes. Je vais vous dire, en plus je vais souvent à Cannes. Donc là, un enfant de 3 ans qui a été attaqué et mordu par un rat dans sa chambre. Ça s'est passé dans la nuit du 4 au 5 octobre. L'enfant dormait, il a été mordu au cou et au visage par l'énorme rongeur. Sa famille est encore sous le choc. On a la réaction du papa en image. Et Gilles, vous allez nous raconter ce qui s'est passé. Et Gilles Verdez, je vous rappelle, il défend aussi les rats. Non mais c'est pas une vanne. Il a toujours il défend les rats. Gilles Verdez, c'est toujours à côté de la plaque. Voilà, c'est un truc de fou. La plaque. Merci. Très bon. Merci, regardez. Il a hurlé en fait, et de là en fait, je suis arrivé dans la chambre. Et je l'ai retrouvé en fait assis dans son lit en criant bobo, bobo, bobo. Et puis en fait, quand j'ai allumé la lumière, j'ai vu qu'il avait le visage ensanglanté. Quand je suis rentré, le rat, il est sorti dessous le lit. Et donc j'ai coursé le rat en fait jusque dans le salon, et puis ensuite dans la cuisine. C'est carrément un film d'horreur. La présence de rongeurs n'est pas anodine. Jean-Marc nous emmène dans un local de l'immeuble. La résidence en est infestée. Des milliers de déjections sont présentes au sol, ainsi que des carcasses de rats morts. Incroyable. Mais est-ce que les rats sont pas en train de devenir de plus en plus agressifs? Non, au-delà de ça, je vais dire un autre truc à Gilles Verdez, parce qu'il est pour les rats et les souris, Gilles Verdez. Les rats et les souris, ça touche les plus pauvres encore une fois, Gilles Verdez. Donc à chaque fois, vous êtes censé être le défenseur des plus pauvres, mais les rats et les souris, vous voyez dans quel... Voilà, parce que c'est quand il y a énormément de problèmes et que quand c'est très vétuste, forcément, il y a des rats et des souris. Ne vous inquiétez pas, le mec qui est très riche, il a moins de rats et de souris. Donc Gilles Verdez, une fois de plus, vous jouez contre les plus pauvres et les moins aisés. Mais Gilles Verdez, il est toujours... Gilles Verdez, il est pour les rats aussi. Il a toujours dit, il ne faut pas tuer les rats, attention les rats, il faut les respecter. Et les rats, il veut des rats chez lui, lui il est tranquille. Il fait une soirée, il invite tous les rats, ratatouille, voilà. Mais il est heureux, Gilles Verdez, mais il joue toujours contre les plus pauvres. Toutes ses décisions. Et tout ce qu'il dit, c'est contre les plus pauvres. Donc voilà. Donc Gilles Verdez, à un moment, il faut vous remettre le cerveau à l'envers. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire ? Parce que vous êtes Mister Rat dans cette émission. Donc ça se passe dans la nuit, c'est un enfant de 4 ans qui dort. Et d'un coup, il crie. Son père se précipite et il pense que c'est une griffure. Donc il va le rincer au lavabo à côté. Et puis quand il revient dans la chambre, il voit un rat qui se précipite. Et le rat a mordu à quelques centimètres, millimètres de la veine jugulaire. Donc ça aurait pu être mortel, voilà. Donc il a poursuivi le rat, effectivement, il l'a pas eu. Ils ont posé des pièges et c'est vrai qu'il y a un problème de vétusté dans l'ensemble de l'édifice. Et le gestionnaire... Pas tuer les rats. Le gestionnaire dit c'est pas vrai, c'est pas vétuste, mais c'est faux, on l'a vu. Donc non, je dis pas qu'il faut pas tuer les rats, je dis qu'il y a des méthodes pour les tuer. C'est la contraception. À New York, j'ai dit la contraception pour les rats, c'est très bien. Voilà. Mais les rats ont leur utilité, ils mangent des nuisibles, etc. Voilà. Les rats, ils pourraient avoir une utilité si vous remettez sur le rat chemin. Merci. Alors pour ceux qui ne se rendent pas compte de l'ampleur de la situation, regardez même à Paris, les invasions, ça ressemble à ça, les invasions de rats. Dans le bac, mets-toi au-dessus. Et moi j'y vais pas, Bouba. Lève, file, regarde, il y en a combien? Ouah, gros! Ouais, 1 million de rats, wesh! Ça, ce qu'ils ont filmé, c'était l'anniversaire de Gilles Verdez. Et ils se cachent plus du tout, on peut les retrouver en pleine rue. Alors, sachez-le, mais là, il y en a partout. Je suis allé dans une grande entreprise ce matin. J'avais un rendez-vous ce matin, voilà, et le gars m'a dit, attention, parce que on a plein de souris et de rats, donc si t'en vois... Et vous avez fait le rendez-vous, malgré ça. Pas étonné. T'as 2 doigts de me barrer. Non, mais je vous jure que c'est vrai. C'est un truc de fou. Il y en a partout. Et Gilles Verdez veut les conserver, bien entendu. Chez lui, s'il peut arriver chez lui, il voit 3-4 squatteurs et 8 ou 10 rats, c'est le plus heureux du monde. Regardez. Regardez parce qu'il se cache plus là. Les entreprises publiques par les Vous avez vu les rats dans des circonstances troubles, donc on peut difficilement croire que cela aura un impact.
Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils n'ont plus peur du tout. Hein. Ouais. Et vous savez, dans l'affaire de Cannes dont on parlait, ce qui me terrifie, c'est que le rat est entré par la fenêtre. Ah ouais. C'est même pas par les canalisations. Tranquille, t'as vu. Non, mais c'est vrai. Le rat, il est rentré tranquille, la clope au bec, il a fermé la fenêtre. Apparemment, il est passé par la fenêtre. Comment? Ouais, comme ça, il a. Je sais pas exactement, mais passer par la fenêtre, c'est dingue. C'est pas seulement les canalisations, ça veut dire. Alors, regardez, parce que les rats sont partout, ils peuvent même sortir des éviers. Regardez. Oh. Des éviers, des éviers. Oh. Ah ouais, elle passe la tête comme ça. Ah non, mais ça, c'est un truc de fou. Voilà. Et vous savez qu'à New York, il y a un vrai business de rats. Il y a même des brochettes de rats. Oui. Je vous jure que c'est vrai. Regardez, ils transforment les rats en brochettes. Tranquille, hein, pépère. C'est un rat burger. Les gens le mangent. Et moi, pour combien vous en mangez un, Cyril? Et je vais vous dire, et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les rats mouillés. Ah, les rats mouillés. Je déteste les rats mouillés. Et regardez, je vous ai fait pour vous une compile de rats mouillés. C'est chaud, hein. C'est chaud. Ouais. Alors, il y a des associations qui les transportent à la campagne, où ça sert aux aigles, aux faucons, à tous les animaux. Moi, je suis pour ça. Mais bon, à 50 km/h sur le périph' avec les rats, je peux te dire que t'es bien en tanasse. T'es tranquille, là, même. Franchement, c'est pas la folie. Non, mais les rats, en plus, c'est vecteur de maladies. Oui. C'est grave. C'est grave. C'est une maladie grave. Ça s'appelle la leptospirose. Ça donne des hémorragies totales et donc on en meurt. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien nettoyer les canettes avant de boire parce que les rats, il y a de l'urine de rat et ça crée de la leptospirose. Bien sûr. Je sais, j'ai un pote qui a eu ça. Ah bon, hein. Il a bu comme ça. Et, c'est chaud. Il a eu la leptospirose? Ah oui, à cause de ça. Ouais. On est sorti et il dit ça grâce à Gilles Vernet. L'autre image du jour, c'est le reportage sur le homejacking d'Envoyé spécial. C'est un nouveau phénomène qui inquiète. Il y a des cambrioleurs. Il y a un cambrioleur qui s'est confié face caméra après avoir fait 6 ans de prison. Regardez ce qu'il dit. On m'avait dit qu'il y avait 100 000 ou 150 000 euros en espèces dans un coffre. J'ai accepté d'y aller. C'était pas du tout dans l'envie de braquer. C'était pour moi imboxable de base. Celui qui connaissait le plan, en fait, il savait qu'il y avait quelqu'un dedans. Il savait qu'il y avait quelqu'un dedans. Sa femme se retrouvait dans un bourbier, dans un guet-apens, entre guillemets, l'arme tendue le long du corps. C'est obligé d'avoir peur. Il faut leur faire peur, il faut les impressionner. Le truc qui m'a mis plus mal, entre guillemets, c'est quand il y avait le petit. Il y avait un enfant, je crois, de 10, 12 ans, je ne me souviens plus exactement. La dame, elle pleurait, ils étaient paniqués. Ils ont été suivis par des psychologues. Le petit, il a été suivi beaucoup. Oui, c'est un phénomène en hausse de 8% l'année dernière. Et en fait, les célébrités, souvent qui sont victimes de ça, sont repérées par des tas de domaines. Les livraisons, les livreurs. Les chauffeurs, alors j'incrimine pas tous les chauffeurs, hein, mais par exemple ne pas se faire déposer à son domicile par des chauffeurs. Et les adresses de sociétés. Beaucoup de personnalités ont des sociétés. C'est ce qui était arrivé à Neymar, qui s'était fait cambrioler, pas homejacking je crois, mais cambriolage. Il avait une société de location-bail immatriculée chez lui. Et ben, les cambrioleurs avaient retrouvé son adresse sur des sites où on retrouve les adresses. Et il avait fait l'erreur de s'immatriculer chez lui, il avait été cambriolé. Donc il y a énormément de hausse de ce phénomène. Ce sont des très jeunes qui sont recrutés par des commanditaires, mineurs ou jeunes majeurs sur les réseaux sociaux, et qui font ça pour de l'argent, quelques milliers d'euros, et aussi pour acquérir une notoriété délinquante. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait un coup chez un tel, et grâce à ça, ils montent dans la hiérarchie de la délinquance. Alors, il y a une autre image que je voulais vous montrer, c'est celle d'un ancien cambrioleur qui se retrouve face à sa victime. Regardez. Je pose la question, est-ce que c'est normal? Vous venez tuer en santé de quelqu'un. Ma société était ma bébé, c'est ma vie. C'est triste, ça détruit la carrière, ça détruit une personne. En fait, on s'imagine pas. Je vais pas prendre la défense de ceux qui ont fait ça. Je préfère que vous nous parliez de... Voilà. C'est une honte. Aujourd'hui, c'est une honte de ce que j'ai fait quand j'avais 19 ans. À braquer un couple qui n'a rien demandé aussi. Je regrette, tu touches quelqu'un qui travaille, qui a une situation, qui est chef d'entreprise.
Ah oui, c'est une confrontation. Voilà, donc ça c'était incroyable hein, hier, en envoyé spécial. Et dans le temps, surtout, on était cambriés la nuit ou quand on était en vacances. Maintenant, c'est de plus en plus souvent la journée. Parce que la journée, il y a des fenêtres ouvertes ou des portes ouvertes, il n'y a pas d'alarme et les gens sont là. Et quand vous arrivez avec une cagoule, vous dites tout de suite où sont les coffres, où est l'argent, etc. Donc c'est tout bénéfice pour les gens. Il faut surtout se protéger la journée. Il ne faut surtout pas laisser les fenêtres ouvertes. Vous avez ou des cambrioleurs ou des rats. Franchement, c'est pas fou non plus. Je ne savais pas repasser, donc j'ai appris pendant le documentaire. Sarah Salman, voilà. Alors, moi je l'aime bien Sarah, donc forcément. Sarah, elle a révélé avoir appris à repasser pendant le tournage d'un documentaire. Je voudrais remercier Jean-Michel Cohen d'avoir été avec nous, puisque Sarah va arriver. Complément alimentaire, faites le bon choix, l'enquête vérité pour se booster et mieux se soigner. Merci Jean-Michel, et vous revenez nous voir souvent. Avec plaisir. Alors, regardez, Sarah Salman, qui a donc dit dans ce documentaire, je ne savais pas repasser, donc j'ai appris pendant le documentaire, hein, Gilles Verdès. Et ça fait une petite polémique. Bah oui, parce que polémique, ça fait réagir. Quand même, c'est un documentaire donc sous l'égide de François Ruffin, donc elle est tournée, et puis ça fait vraiment, si je puis me permettre, la personne qui fait semblant de découvrir le monde, quoi. Je ne sais pas repasser, je découvre les pauvres, donc on lui a énormément reproché ce côté un peu hautain, prétentieux, la bobo parisienne qui va découvrir un monde qui lui semblait inconnu jusque-là, qui est le monde réel de tous les gens. Donc ça fait une polémique, Cyril, effectivement, oui. Alors, est-ce que ça vous choque, Isabelle? Non, pas du tout, mais moi, je n'ai pas repassé. Donc, parfaitement dans le cas de Sarah, j'aurais pu aussi apprendre pendant le documentaire. Donc, ça ne me choque absolument pas. Tu dis ça parce que tu le vois comme ça, mais c'est vraiment par tes yeux. Hein. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Cyril, merci. Ça va bien, Sarah? Bah, ça va, mais je me fais déjà engueuler à peine arrivée, donc c'est... Alors, entre Divisio qui est sur son téléphone pendant que j'arrive... Alors, vous êtes un petit peu dans le noir, Sarah. On va vous mettre de l'autre côté. On va se retrouver dans un instant avec Sarah Salman et Fabrice Divisio. Vous êtes... vous n'avez pas aimé cette phrase? Sarah Salman fait ce qu'elle veut. Hein. Quoi? Elle fait ce qu'elle veut. Je veux dire, moi, si on me demande effectivement si tout ça est bien ordonné, je dirais que non. Si on me demande si tout ça a un sens autre que le divertissement, je vous répondrai par la phrase de Pascal. Mais Pascal le grand frère? Non, Pascal le grand frère, c'est ça. Pascal Pro? Non, je plaisante. Non, l'autre. Celui que vous pourriez lire. Blaise. Parce qu'effectivement, celui qui a dit que le divertissement était finalement était si nécessaire aux gens du monde qu'ils en seraient malheureux s'ils n'étaient pas. Quel philosophe. C'est ça. Alors, on se retrouve dans un instant sur C8 avec toute l'équipe là. Et Sarah, voilà, bon, ça va. Mais bien sûr que ça va. Gilles, vous êtes énervé, vous? Mais il est je tout le l'aime temps beaucoup, énervé. mais là, oui, là, non, ça ne va pas ce qu'elle a fait. À chaque fois que je viens, il est énervé. Je ne l'ai pas vu calme une seule fois. À tout de suite, C8, à tout de suite. Merci. Merci d'être avec nous. Bien entendu, je ne touche pas à mon poste ce week-end. Fabrice Divisio nous a rejoint. Il nous a rejoint pour le débat qu'on va avoir dans un instant sur Emily in Paris. Parce que c'est vrai que c'est une histoire de fou. Dans une interview publiée ce mercredi 9 octobre par le média américain Variety, Emmanuel Macron fait part de ses impressions après le passage éclair de son épouse dans un épisode de la série Netflix Emily in Paris. Et il dit qu'il veut se battre pour garder la série à Paris et pas à Rome. Parce que la série va être tournée à Rome. Il paraît qu'à Rome, ça part en cacahuète totale. Alors, Fabrice, vous allez nous raconter ça dans un instant, mais il paraît que ça parce que le maire de Rome s'en est mêlé, et voilà, et ça commence à partir en cacahuète. Ça prend une ampleur de fou. On va en parler dans un instant. Vous allez nous dire, êtes-vous d'accord avec Emmanuel Macron ou pas là-dessus? Pour le moment, je ne savais pas repasser, donc j'ai appris pendant le documentaire, parce que vous faites un documentaire qui fait énormément parler Sarah, et aujourd'hui, vous avez mis ça, et donc tout le monde a dit, ouais, elle ne savait pas repasser. Vous savez repasser, vous? Je sais passer. Voilà. Je sais passer, mais pas repasser. Je fais que passer. Oui. Voilà. Non, mais moi je sais pas repasser, j'avoue. On va faire l'émission sur cette phrase-là. Je pensais que j'allais parler du documentaire, en fait. Non, mais repasser de. C'est quoi le documentaire? C'est un film documentaire qu'on a fait avec François Ruffin et Gilles Perret. Oui. Parce qu'on s'était rencontrés sur C'est ce soir, on s'était ensuite revus aux Grandes Gueules. Et il m'avait dit, moi j'avais dit, quand on a un SMIC, c'est déjà bien, on va pas en plus râler. Il m'avait dit, venez passer un mois au SMIC. Alors au début, j'ai dit non, et finalement, on l'a fait. Voilà, c'est ça. Et donc, on vous voit faire plein de choses. J'ai fait l'usine de poissons, on a des photos, auxiliaire de vie. Vous avez fait des trucs dans les toilettes aussi? J'ai nettoyé les toilettes quand j'étais auxiliaire de vie, oui. C'est ça, exactement. Ouais. Vous avez fait donc vous avez fait du poisson. Vous avez fait des colis aussi. Jouer avec des colis. Oui, comme Raymond. Mettez les photos là derrière, parce que vous n'avez pas. Ah oui, mais là j'étais. Vous n'avez pas tellement une tenue pour livrer. Là. Alors, je vous explique. C'était le premier jour. Je ne savais jamais où j'allais ni ce que j'allais faire. D'accord. Donc le premier jour, je pensais qu'on allait aller à la CAF. C'est vrai qu'après, vous êtes mis dans l'ambiance. Regardez, on a une autre photo. Oui, ça se dégrade après. Regardez la photo d'après.
Photo d'après, regardez. Là, non, pas celle-là, pas celle-là. Là, vous faites de l'arrêt. Là, voilà, là, on voit que ça y est. Là, je suis à la déchetterie. D'accord, là, on voit que ça y est, vous avez une tenue plus adéquate. Hein. Ouais. Et on vous a même vu. Alors, et donc, ça a duré combien de temps, ça? On a fait 1 an de tournage séquencé. Ça vous a plu? Ah bah. Est-ce que ça m'a plu? Franchement, j'ai appris plein de choses. J'ai vu des gens qui bossaient énormément. Ça m'a fait prendre conscience, non, honnêtement, de beaucoup de choses. Vraiment. Et donc, il y a cette phrase, je ne savais pas repasser, donc j'ai appris pendant le documentaire, et Gilles Verdez était énervé pour ça. Je repasse un gant de toilette. Voilà. On peut le voir. Oui, c'est ça. J'aime pas le côté démagogique et condescendant des riches qui vont découvrir les pauvres ou faire semblant de Mais découvrir les pauvres. vous êtes un riche qui fait semblant d'être pauvre, c'est encore pire. Non, pas. Alors, ça, elle n'a pas tort. Non, mais... Quel est le rapport? Non, mais c'est la vérité, vous touchez votre... Non, mais attendez... Fabrice, vous voulez dire Sur ce point, je suis désolé. Mais le riche qui fait semblant d'être pauvre, c'est mieux qu'effectivement les riches qui vont voir les pauvres devant les caméras, quand même. Non, mais les riches qui... Non, mais excusez-moi. Vous savez, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous êtes critiqué. Ouais. Moi, j'ai fait... Autour de cette table, on fait tous des choses et on est tous critiqués. Non. Pour ne pas être critiqué, il ne faut rien faire. Non. Moi, j'ai mis les mains dans le cambouis et je l'ai fait. Non. Vous l'auriez pas fait. Alors, détrompez-vous sur ce point. Encore une fois, je vous inviterai à ne pas faire du Gilles Verdez dans le texte. Il a trouvé dans une déchetterie. Mais je le vois et c'est toujours la même, il n'a jamais changé. Est-ce que vous connaissez la différence entre vous et moi? C'est que tout ce que vous avez fait là, moi, je l'ai déjà fait. Et pendant plusieurs années. Mais ça n'empêche pas de faire. Sans les caméras. C'est ça la différence. Et alors? Vous, je vais vous dire quel est le problème. C'est que c'est les aventures de Martine. Martine à la ferme, Martine à l'usine. Vous dites n'importe quoi. Vous savez... C'est ça le problème. C'est qu'en fait, vous savez, juste sur ce point. Moi, elle l'a fait. Termine juste sur ce point. Moi, je l'ai fait, et les propos qui viennent d'un complotiste notoire, je vais vous dire, je lui accorde très peu de crédit. Alors attention, parce que si vous en êtes là, ça traduit juste la faiblesse de votre argumentation, laquelle effectivement aujourd'hui. Oh là là, quelle rhétorique. Mais quelle rhétorique. Non mais attendez, c'est un complotiste notoire qui me parle. Je vous mets à l'aise tout de suite. Oui, mettez-moi, j'avais pas besoin de vous pour être à l'aise. Le sujet, c'est pas moi, c'est vous, en l'occurrence. Donc c'est vous qui vous intéressez à moi. D'avoir paradé devant les caméras, soit. Mais allez pas ensuite pas traiter de complotiste. Je ne faites pas du Gilles Verdez. Et on laisse vous côté. Vous méritez mieux quand même. Isabelle. Fabrice, je sais que je suis souvent d'accord avec vous, mais pas parce que non, mais attends, j'y arrive. Parce que non, mais là, honnêtement, moi qui étais fan pendant des années d'une émission qui était bien plus profonde qu'elle en avait l'air, qui s'appelait Vie ma vie, où il y avait des gens qui peut-être faisaient des choses pour des mauvaises, faisaient des choses pour des mauvaises intentions au départ, mais qui découvraient vraiment un mode de vie et des gens. Et là, moi, je suis désolée. Effectivement, si elle fait rien, on dit oh la bourge. Et si elle fait quelque chose, on dit oh la bourge, elle se prend pour un pauvre. Non, je suis désolée. Et Ruffin, il est cinéaste, donc il filme. Elle est députée il a une vraie aussi. pureté des intentions. Donc, il lui demande de le faire et qu'elle le fasse. Moi, je trouve ça plutôt très bien. Guillaume aussi. Moi, je préfère une riche qui... Non, je suis pas riche, c'est vous qui êtes riche. Non, mais vous aussi, vous êtes riche. Non. Non, vous ne pas de le dire. Mais j'ai jamais dit que j'étais riche. Ah, vous êtes pauvre? Oui, enfin en classe moyenne. Mais c'est pas honteux, d'être riche. Non, mais en tout cas, ce que j'aime bien, moi, chez Sarah Salman, c'est qu'elle assume, elle est honnête. Elle dit, voilà, moi, je ne sais pas passer. Voilà. François Ruffin, moi je l'adore, je trouve que l'idée du film est formidable, mais il y a une classe aussi dont fait partie Gilles Verdez, dont font partie beaucoup de gens qui se font passer pour des pauvres par démagogie et qui en réalité sont riches. Et j'aimerais bien demander à Sarah, par exemple, combien tu as gagné pour ce film? Alors j'ai pris 0 €. Voilà. Mais j'ai demandé au début si je pouvais être payé, la réponse a été non. Non mais c'est extraordinaire. Et alors que François Ruffin, que j'adore, c'est un réalisateur, il a fait 3 films, etc. Je pense qu'il a gagné plus d'argent que Sarah Salman. Exactement. Alors ils m'ont payé l'hôtel Ibis, tout ça, ça a été pris en charge. Est-ce que le notoire peut dire un truc? On va dire d'autres hôtels, le Formule 1, les tapotés. Ah oui, pardon, oui. Et bien sûr le... Alors, Novotel. Oui, merci. Non, ça c'est plus chic. Voilà le riche. Vous voyez, voilà, on l'a. tout de suite, vous avez des références de classe aisée. Novotel, voilà. Non mais, voyez les références de riches. Voilà les références. Voilà. Elle est belle votre France, Gilles Verdez, oui. Je peux répondre sur les attaques totalement injustifiées là. Complètement le infondées. riche. Ouais. Vous savez même pas à quoi je vais répondre. Mais si, donc, vous dites, de toute façon, vous dites des inepties tous les jours, vous êtes tous les jours à prendre votre cachet à dire des inepties. Votre technique, c'est de ne jamais laisser les autres répondre. Bah c'est mieux parce que dès pour le qu'ils vous bien-être répondent, vous n'avez général. plus d'arguments. Donc pour une fois, je vais vous répondre en face. J'en ai ras-le-bol. Et Guillaume Janton, je le mets dans la boucle aussi, c'est dégueulasse. De dire ce riche qui fait semblant d'être pauvre. Ici, j'ai toujours dit
que je me considérais parmi les riches. Tout le monde peut en témoigner, Cyril aussi. Je n'ai pas de vous problème. jouez aux pauvres. Mais je ne joue absolument pas aux pauvres. C'est quoi ce délire? La chemise C'est quoi est mal repassée. Alors, quand on est de gauche, on est obligé d'être pauvre, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Non, mais vous faites le porte-parole. Vous voulez taxer tout le monde, vous dites qu'on est riche à 4 000 euros. Mais quel est le rapport? Elle a dit qu'on était riche à 4 000 euros. Je vais juste vous arrêter 2 petites secondes. On l'a vu depuis le début de cette émission. Gilles Verdez ne défend que les mesures qui sont contre les pauvres. Comme a dit Dax. Mais attendez. Bah, c'est le porte-parole de la France Insoumise. C'est comme François Hollande qui dit j'aime pas les riches, il doit pas s'aimer lui-même. Non. Bah oui. Je voudrais prendre la c'est peut-être du masochisme. n'est pas coutume. Il va prendre la Gilles Verdez, quand même. Merci, maître. Excusez-moi, ce qu'il vous dit, c'est pas ça. Il vous dit, il y a un problème entre ce que des privilégiés, appelons pas riches, on s'en fout, mais des privilégiés, je pense qu'on est d'accord sur ce terme, que des privilégiés viennent devant les caméras au demeurant, venir effectivement jouer aux pauvres. Parce qu'il y a un élément que tout le monde oublie. Je suis désolé, c'est les caméras quand même. Et c'est le principe d'un documentaire. Hein. Pardonnez-moi, je termine. Le complotiste voudrait terminer. C'est bien de se reconnaître et de se définir. Excusez-moi, le complotiste voudrait terminer. Le complotiste, il croit au complot. C'est la nature même. C'est votre cas. Alors, je vais vous dire à quel complot je crois. Je crois au fait que les pauvres, vous n'en avez rien à faire, madame. C'est qu'en réalité, dans cette Vous n'avez pas à parler à ma place. Je termine. Bah, vous faites que ça, j'ai pas le droit de dire ce que je veux. Le fait est que les pauvres, comme vous dites, les travailleurs, comme vous dites, on s'en fout. Vous vous en foutez. Le sujet de... Non. Vous n'avez pas à penser à ma place. Hein. Laissez-moi finir. Le sujet du reportage, c'était vous. Non, c'est pas moi le sujet du reportage. Mais bien sûr que non, c'est c'est pas moi le sujet du reportage. D'ailleurs, ce n'est pas moi. Est-ce que vous l'avez vu? Que c'est vous. La preuve que c'est vous. Où sont les gens là? C'est pas vous qui... C'est pas François Ruffin. C'est vous qui êtes là. On ne parle que de vous. C'est ça la François Ruffin le dit lui-même, le sujet, ce n'est pas Sarah Salman, c'est les gens. Mais bien sûr que si, c'est Sarah Salman. Ce n'est pas le sujet. Sarah, est-ce que vous l'auriez fait si c'était pas filmé? Est-ce que vous auriez accepté de passer un mois à faire du repassage, tout ça, s'il n'y avait pas de caméra? Faire un documentaire sans caméra. Un documentaire sans caméra. Soyez honnête, vous l'auriez Non, mais j'aurais pas fait une durée aussi longue, mais j'aurais tenté quand même. Mais pas une durée aussi longue. Vous l'avez pas fait avant quand même. Mais il a fallu attendre les caméras pour le faire. J'ai pas pensé d'aller dans une usine de poissons à 4h du matin. Non, j'y ai pas pensé toute seule. Il y a un autre truc que je voudrais savoir, moi. Oui. Il y a quand même. C'est que du coup, c'est pour quand le vie ma vie d'infirmière, d'aide-soignante, je l'ai fait auxiliaire de vie. Non, parce que vous avez dit quand même quelque chose d'important. Dans Figaro, vous avez dit « Ah non, mais pour comprendre, il faut le vivre oui. ». Vous avez donc vraiment l'impression d'avoir vécu la condition des gens qui travaillent dans ce pays. Écoutez, moi, vous... attendez, en 4 jours... Non, mais je peux pas en placer une, là, c'est quoi, ça? Vous avez dit... Non, mais je termine juste ce point. Mais il fait que de terminer, vous avez 50 fois qu'il termine. Vous avez dit 1 an par tranche de 4 jours. C'est ce que vous avez dit. À peu près. En gros. Oh, laissez-la parler. Donc si c'est 4 jours, vous avez l'impression qu'en ayant passé 4 jours auprès de gens qui travaillent et qui triment, vous savez ce qu'ils ont vécu. Mais je vais vous dire, moi, si vous avez lu cette interview dans le Figaro, j'ai admis que j'étais déconnectée, comme beaucoup de politiques. Et je pense que certains politiques feraient bien de faire ne serait-ce que 3 heures là-bas, ils verraient plus la réalité des choses. Donc oui, je pense que... Mais arrêtez de me couper tout le temps. Donc oui, quand on... Comment ça, c'est ce qu'ils font? C'est ce qu'ils font déjà. Non, ils vont serrer des mains et ils repartent. On en est là. Ils vont serrer des mains et ils repartent. Moi, je pense qu'ils devraient s'essayer à la pénibilité du travail. Et moi, au moins, j'assume de dire oui, je suis déconnectée, oui, j'y connais rien. Je suis pas comme Verdez à faire semblant. Oh, mais lâchez-moi, arrêtez un peu. Mais c'est bon, ça, c'est facile. C'est pas que c'est facile. Mais ce qui est facile. Je vais laisser finir. Mais vous êtes de mauvaise foi. Puis vous me dites, vous savez pas repasser. Regardez l'état de votre chemise et apprenez aussi. Voilà. J'ai pas entendu parler. Moi, ce que j'aime pas dans le discours de Fabrice, c'est que vous divisez les gens, vous les... Mais il s'appelle Divisio. Non, mais c'est contre les pauvres. Et je trouve que dans ce doc que je n'ai pas encore vu, parce qu'il n'est pas sorti, il y a un peu une vibe de ce qu'il y a dans TPMP, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont différents, qui viennent de milieux différents, qui sont pas d'accord, qui sont à droite, qui sont à gauche, qui sont au centre, et qui arrivent à vivre ensemble et discuter ensemble. Et moi, je préfère voir Sarah Salman, qui il s'appelle comment le documentaire, parler avec des gens et échanger plutôt que séparer les gens. Vous dites quoi? Vous dites les pauvres doivent rester séparés des riches parce qu'ils sont différents. Et c'est François Ruffin a voulu au contraire une réconciliation des personnes privilégiées et des personnes plus défavorisées. Au boulot. Au boulot. D'accord. Il n'y a pas dans les items réinsertion, un truc du genre là. La réinsertion sociale des riches. Voilà. Sachant que vous vous en doutez, je ne suis pas réalisatrice. Comment? Donc le sujet du documentaire, c'est vous. Non, ce sont les gens qu'on a vus, ce sont les auxiliaires de vie, ce sont les infirmières, ce sont les serveuses, les travailleurs que vous semblez mépriser, contrairement à ce que vous dites. Moi, je les méprise. Oui. Oh, madame, attendez, non. Ça, c'est trop facile, Cyril. Le coup, je les méprise, madame. Mais oui. Je vous ai pas attendu pour ça, d'accord? Je travaille depuis que j'ai 12 ans, madame. Là, vous travaillez avec des plantes à 2 euros. J'ai fait plus de choses dans ma vie que vous. Ah oui, des plantes à 2 euros, d'accord. La différence entre vous et moi, madame, c'est que pendant que vous allez vous faire filmer, en train de faire. Et vous faites quoi? Vous n'êtes pas filmé là? Non, je termine. Laissez-moi terminer. On n'en finit jamais là. La différence entre vous et moi, madame, c'est que moi, je vous ai pas attendu pour connaître la condition des gens.
C'est ça la différence. Et c'est mais moi, j'assume de ne pas la connaître et de la découvrir. Oui, vous assumez effectivement tellement que vous avez besoin des caméras. Mais c'est le principe du documentaire. Mais vous aussi, vous avez besoin des caméras. Sans Cyril, vous n'êtes rien, vous n'existez pas. C'est bien ça le problème. S'il vous plaît, laissez parler Sarah. C'est bien ça le problème. Non, mais il parle des caméras. Lui, sans TPMP, sans Cyril, vous n'existez pas. Je n'existe pas. Non, vous n'existez pas. Vous ne devriez pas dire ça quand même, hein. Vous ne devriez pas vous êtes mal placé pour dire ça. Parce que, en l'occurrence, la médiatisation, vous l'avez connue avant moi. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Excusez-moi. Quand vous étiez anti-vax notoire, que vous étiez complotiste, vous étiez là avant moi. Alors, je vais quand même vous répondre sur ce point en vous disant, vous savez ce qui vous différencie, vous et moi? Mais il y a tellement de choses. Excusez-moi. Oui, il y a beaucoup de choses. Mais il y a un point. Il y a un point. Un seul. C'est la sincérité. Alors là, c'est vous qui avez des propos insincères. Là, je ne vous permets pas. On peut me reprocher 1000 choses, mais pas de ne pas être cash et de ne pas être... Vous savez, vos techniques, effectivement, d'attaque comme ça ad hominem, elles ne m'impressionnent pas, elles ne me font pas peur, rien. Donc vous pouvez continuer, je m'en fous en fait. Simplement, vous en foutez que c'est vous qui m'interpellez sur les réseaux, moi je vous donne même pas l'heure. Moi, vous savez ce que je retiens de tout ça? Même Cyril, il rigole quand vous parlez. Vous savez ce que je vais faire? Je l'ai vu avec les indices, avec Sacha Elbaz. Finalement, vous êtes manifestement trop mal à l'aise pour pouvoir me laisser parler, donc je me tais. C'est la première fois que je me tairai, puisque manifestement, j'ai pas envie de vous faire de la peine. Vous êtes suffisamment mal à l'aise pour ne pas me laisser parler, donc je me tais. Mais ça vous fera plaisir. Le documentaire pour parler. Non mais on va le laisser finir, sinon il fait la victime, ça m'agace. Non. Mais il fait la victime. Et il sort quand le documentaire? Le 6 novembre. 6 novembre, donc ça arrive, très bien. Peut-être que Fabrice Divisio ira le voir. Il dure combien de temps? À peu près 90 minutes. Ah, non, vous savez, je veux dire, aller voir Princesse Sarah, ça m'intéresse pas. Mais c'est pas Princesse Sarah c'est pas Princesse Sarah que vous allez voir. C'est les gens qui travaillent. En fait. Non, madame. Les gens qui travaillent, vous avez côtoyé 4 jours. Mais beaucoup plus. Vous avez côtoyé 4 jours, les gens qui travaillent. Je vais vous dire, même si je les avais côtoyés 6 mois, 1 an, vous me diriez que c'est pas assez. Quoi que je fasse, vous allez me dire que ce n'est pas assez. C'est le principe des gens qui vous savez, ce que je vous propose, travailler pendant 6 mois, 1 an, et on en reparle. Mais vous allez dire qu'il faut le faire pendant 2 ans, 3 ans. Travailler 6 mois, 1 an, ça vous est difficile quand même. Hein. Mais je leur ai fait 1 an que vous me dites vous que 3 ans, il y a des gens qui font toute leur vie. La différence entre vous et moi, c'est le principe d'un documentaire. Elle est là la différence. Pourquoi vous me pointez votre doigt comme ça? C'est que moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait. Et je l'ai fait plusieurs années. Et pas qu'une seule. D'accord, des boulots étudiants et vous êtes devenu avocat derrière. Auprès des SDF. Tout ça je l'ai fait. Travailler en usine, je l'ai fait. Et je viens d'une famille qui l'a fait. Alors je vais vous dire, en matière de travail, c'est pas le sujet. Le sujet, vous dites effectivement. Le sujet, c'est la réinsertion. Non, vous dites 6 mois, 1 an. Et ben vous savez quoi? Je vous mets au défi de le faire 6 mois, 1 an, sans caméra. Mais j'ai pas besoin de vous pour faire le défi. Vous n'avez pas besoin de moi, mais vous l'avez pas fait quand même. Merci Fabrice. C'est bon, ça va. Les colères. Bijou. Ça va. Moi, je vais vous dire un truc. Si on fait un truc, on se fait critiquer. Si on fait un autre, on se fait critiquer. Mais oui. Exactement. Procès d'intention un peu. Et moi, je pense que ça va cartonner son truc. Moi, je pense il remplit. Alors lui, en avant-première tous les soirs sans moi, vu qu'il veut pas faire la promotion avec moi. Concernant le conflit israélo-palestinien, les salles sont remplies tous les soirs. Hein. Vraiment. Donc il a fait quelque chose, et encore une fois, cette phrase-là, quand vous faites quelque chose, et je pense que Cyril, t'es bien placé pour le savoir, on critique toujours. Si on ne veut pas être critiqué, vous dites non. Si on fait quelque chose, on est critiqué. Seuls les gens qui ne font rien ne sont pas critiqués. Bah, moi, j'ai rien fait. Bien sûr que j'ai fait quelque chose. Oui, alors on a un problème de définition. Vous vous êtes fait filmer en train de jouer aux travailleurs. Non, j'ai pas joué, je l'ai fait, monsieur. À 10 ans, vous jouiez à la marchande. Bah oui, à 30, vous jouez aux travailleurs. Non, j'ai appris des choses. C'est la même chose, c'est un jeu. Merci. Mais c'est pas. Polska voulait réagir, tiens. Oui, alors moi, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas choquant de ne pas savoir repasser, mais c'est pas choquant aussi venant de Madame Salman, parce que moi, j'ai carrément oublié que vous étiez avocate. Pour moi, vous êtes une consoeur influenceuse et vous faites tout. Et vous vendez vos pieds sur Mims, alors c'est bon. Hein. Ben, c'est quoi le rapport? Oui, mais elle l'assume. Elle l'assume. Mais moi, j'assume tout. Non, mais vous semblez être vraiment mal à l'aise. Mais j'assume comme ça avec les gens. Je pense qu'elle fait tout pour le buzz, et moi aussi, j'aime bien le buzz, mais on est à 40 ans, genre, c'est bon, fais ton métier d'avocate. 33. C'est ça. Oui, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais c'est pas une question de buzz, c'est un documentaire et c'est très sérieux. Là, c'est pas une question de buzz. Hypocrite, tu l'as pas vu le documentaire? Oui, mais tu fais ça juste pour le buzz, les phrases comme ça. De pas savoir repasser? De faire des phrases comme ça juste pour le buzz, on connaît. Mais c'est un vrai documentaire sérieux. Ta jeunesse, c'est que tu voudrais beaucoup être influenceuse. Je ne suis pas influenceuse. Mais c'est ton rêve. Non, sinon je le serais déjà. Non, moi ça me gonfle. Ça me gonfle parce que évidemment, c'est Princesse qui va. On a fait le même procès à Karine Le Marchand qui va voir les agriculteurs. On les voit où ces gens-là? On les voit. Mais Karine Le Marchand, elle a fait. On voit leur travail à travers les yeux de Sarah et sa façon. T'as pas vu le documentaire, Daniel? Non, non, mais elle en dit du bien.
mais manifestement, vous êtes quand même vachement mal à l'aise. Elle est en train de vous défendre, là. Justement, je suis en train de me défendre parce que ça me gonfle tous ces gens qui disent qu'il vaut mieux pas les voir, il vaut mieux pas les mettre un petit peu en lumière parce que vous êtes là et que je suis désolée, si vous le faites pas vous, on les verra jamais ces gens-là. On les appelle les invisibles, c'est pas pour rien. Donc moi, je trouve ça formidable et c'est quand même pas pour rien que c'est un homme de gauche qui vous demande de faire ça. Vous pensez qu'un homme de droite n'aurait pas pu le faire? Vos critiques, vos polémiques, elles n'ont pas lieu d'être. Mais vous pensez que quelqu'un de droite n'aurait pas pu le faire? C'est une vraie question. Non, mais ça, je quelqu'un de droite c'est quand même. Si, mais il aurait c'est une question. Quelqu'un de droite n'aurait pas fait ça. Non, c'était une question, monsieur Divisio. Beaucoup, c'est de la télé. Il n'y a pas mort d'homme. Mais vous dites que c'est pour faire découvrir le métier. Par exemple, ceux qui travaillent dans une usine de poissons, je préfère à ce moment-là faire un vrai documentaire avec des gens qui travaillent depuis 10 ans. Mais ça n'empêche pas. Mais les gens ne regarderont pas. Mais le cœur du ça va attirer. Je comprends pas. Après, il n'y a pas mort d'homme. Le cœur du documentaire, c'est pas moi, c'est les travailleurs. Il faut arrêter un petit peu là aussi de jouer les hypocrites. Mais bien sûr. Les mecs, on sait très bien que ce qui marchait, c'était de mettre Sarah dans bien sûr, pas de problème. Aussi, les mecs. Sinon, c'est diffusé à 3h du matin. Pas de problème. Mais oui, c'est pas ça. Où ça? Des poissonniers, des trucs comme ça, il faut faire. Mais là, c'est un truc où tu as envie de voir comment elle va se comporter. Ah, donc on est d'accord. Cyril, il y a beaucoup de gens qui ont. C'est Sarah. Mais non. Ah bah merci. Tu viens de le dire. Ah alors là, tu viens de faire une démonstration extraordinaire. Merci. Rien d'autre. François Ruffin, qui est le réalisateur du film avec Gilles Perret, dit que le sujet, ce sont les gens. Ah non, mais Philippe fait la démonstration, donc plus rien à dire. Merci, on peut passer à autre chose. Non mais Cyril, le problème avec Sarah que j'aime beaucoup, pour la première fois de ma vie, je crois que je suis d'accord avec Gilles Verdez, c'est le mépris que tu affiches, Sarah. Mais j'ai pas de mépris. Non mais parce que c'est comme la dame qui vient nous expliquer la dernière fois que tu calcules pas un homme qui ne paye pas. Non mais il ressort un vieux truc. Non, c'est pas parce que je t'ai dit non qu'il faut commencer. Elle m'a dit je ne calcule pas les gens qui habitent pas dans les beaux quartiers de Paris, le 6e et le 7e arrondissement. Parce qu'elle t'a mis. Non, le problème c'est le mépris que tu affiches. Moi j'ai un souci avec ça et on peut pas ne pas. Mais de quoi tu parles? Mais de quoi il parle? Bah non, mais je suis désolé. Tu parles méprisante. Et toi tu me ressors l'addition, toi tu. Mais honnêtement, qu'est-ce qui vous prend? Alors moi qui n'ai rien d'une bourgeoise et qui suis considérée comme. Non mais. C'est un traquenard là. Pourquoi vous la tenez pas quitte de la. En plus, elle a été sympa avec moi juste avant l'émission, mais tu te prends plus. Mais parce que je t'aime bien, Sarah, mais je te trouve méprisante. Non, mais moi, le mec qui dit je t'aime bien et qui défonce derrière, j'aime pas ça du tout. Mais oui. Non, mais je t'aime bien. Non, mais j'ai le droit de pas être d'accord. En fait, lui, mais c'est un hypocrite. Mais j'ai le droit de pas être d'accord avec elle. Mais c'est un hypocrite. Jean-Michel, en quoi le fait de voir Sarah dans un truc de pêche empêche un vrai documentaire sur la pêche? En quel moment c'est ça ou ça? À quel moment cette vision unilatérale? Mais pourquoi tu l'engueules là? Regardez un vrai documentaire. Non, mais Isabelle a raison. Il n'y a pas mort d'homme. Moi, je suis complètement d'accord avec Isabelle. Je trouve que là, Lalo, tu sais. Mais il est hypocrite. Avant l'émission, il me dit que c'est top. Il vient. Non, mais je le dis, moi. Mais il est fou, lui. Avant l'émission, il dit c'est top, c'est génial. Il m'appelle hier, il me dit mais c'est trop bien ce que t'as fait. Mais quel hypocrite. Elle a rien, mais c'est un hypocrite. Mais quel hypocrite. Hier sur Instagram, tu me demandes mon numéro et après tu me dis c'est trop bien ce que j'ai fait. Mais hypocrite. Non mais Sacha Elbaz, un hypocrite. Sans rigoler. L'indique de la rédac, merci. Les indiques comme ça, on n'en veut pas. Oui, Pascal de la Tour du Bain. Mais sérieux, rigole pas parce que c'est horrible ce que tu fais. Si j'étais toi, je me regarderais pas dans une glace. Merci. J'ai une question à vous poser, Sarah. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir été utilisé par François Ruffin? Il n'a pas cessé de dire dans le documentaire, les stars, ce sont les intervenants. Mais il fait appel à vous, il ne vous paye pas un centime, mais il fait quand même appel à vous. Il ne me convie pas à l'avant-première. Et en plus, il ne vous convie pas à l'avant-première. Il ne veut pas faire de promotion avec moi. Non. Merci. Vous n'avez pas le sentiment qu'il vous utilise un peu? Ça, c'est une bonne question. Franchement, ça, c'est une bonne question. Il vous utilise. Et surtout, pardon, il y a un truc très triste qu'elle a dit, c'est on ne fait pas la promo ensemble à cause du conflit israélo-palestinien. Mais ouais, attends. Inadmissible. Ça, c'est. Il estime que mes positions. Moi, je suis pro-Israël. Est-ce que c'est le sujet? Mais c'est pas ça. Non, Cyril, ce que je veux dire, c'est que les gens de gauche qui se prétendent extrêmement tolérants, ils n'acceptent rien. Par exemple, François Ruffin a dit que Pascal Praud l'a invité, et je pense que tu pourrais l'inviter aussi si demain il voulait venir. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils ne veulent pas venir parce que c'est le groupe Bolloré. Moi, si demain France Inter m'invite, je serai la première à venir. Donc ce sectarisme de l'extrême gauche, ça, je le déplore. Ah oui, merci Sarah. En tout cas, bon. Et Sacha Elbaz. Non, mais je parle plus. Non, mais franchement, l'hypocrisie. Cyril, je sors de l'émission. Fabrice, oui, je comprends. Non, Fabrice, ok. Non, mais lui, je raconte aux téléspectateurs. Mais quelle honte. Il vient la voir là pendant la pause. Mais quelle honte. Il vient derrière elle. Attendez, mais sur Instagram, qu'est-ce qu'il m'a dit hier? Allez-y. Ça, hier, 22h43. Allez-y. Déjà, c'est l'heure du charreau. Sarah. Déjà, 22h43, c'est l'heure du charreau. Il arrête. Non, mais regarde, c'est lui qui commente. 22h43, c'est l'heure du charreau. Je peux le lire, moi? Je peux le lire, moi, Sarah? Ouais. Merci. Je vous inquiétez pas, je regarde pas. Remontez un peu, non? Je regarde pas, bien sûr. Sarah, tu peux me rappeler, s'il te plaît? Ah, c'est tout? Il a mis des photos
Mais happy birthday, Sarah. Oh là là. Vous souhaitez son anniversaire à quelqu'un? Moi, je te l'ai pas souhaité. Le documentaire est formidable. J'espère qu'on va être bien demain. Merci, Sarah, de venir. Je t'aime, Sarah. Plus que jamais. Sarah, je t'aime. Ah, bravo, Sacha Elbaz. Bravo, Sacha quand on n'a Elbaz. pas le cul propre. L'indique de la rédac. Hein, messieurs, Non, voilà. il est bien, son documentaire. Non, mais... Non, vous avez vu comment il fait, Cyril? Sacha Elbaz, il a été pris Il la est main bien dans le sur pot de le cul. confiture. Merci. Merci, Sarah Salman, d'avoir été avec nous. J'aimerais qu'on parle dans un instant avec Fabrice Divisio. Juste, on va pas faire de débat, mais vous allez nous raconter ce qui se passe à Rome sur Émilie in Paris, parce que c'est un truc de fou. Là, il y a une guerre. Ben là, ça- Il va y avoir une guerre Affaire d'État, franco-italienne affaire à cause de ça. d'État. Je vous dis, c'est un truc de fou, c'est monté très haut, puisque le président Macron a dit qu'il voulait que Émilie in Paris revienne à Paris, parce que c'est allé tourner à Rome. Vous allez voir, parce que Fabrice est romain. Romain et parisien. Et également dans le cuir, en Turquie. On va en parler dans un instant. Allez, ça touche pas, bon. Je voudrais remercier Elena qui était avec nous, ma chérie, qui va nous voir souvent le samedi. Est-ce que tu peux expliquer, le vendredi, est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs c'est quoi ça? Et ben en fait, c'est les panneaux qu'on a créés avec mes parents pendant la Covid C'est ça. pour humaniser le pictogramme et expliquer. Et on a eu une bonne nouvelle en septembre, c'est qu'on peut enfin développer les panneaux nationalement. Et du coup, on va continuer de travailler encore plus sur notre application qu'on a commencé depuis le Covid. Eh bien, merci. Bravo. Merci Léna. Merci Léna qui était avec nous. Les chéris. Fabrice Divisio, alors on va rappeler, Emmanuel Macron était en interview avant d'avoir Big Laoui et Michel Marie qui arrivent bien entendu. On va rappeler Emmanuel Macron. Regardez ce qu'il a dit en interview déjà sur Émilie in Paris. Regardez. J'étais super fier de Brigitte et elle était très contente de le faire. Ça n'a duré que quelques minutes, mais c'était un très bon moment pour elle. Je pense que c'est bien pour l'image de la France. Émilie in Paris, c'est positif pour l'attractivité du pays. C'est excellent pour mes affaires. Ils ont essayé de vous avoir? Je suis bien moins intéressant que Brigitte. La série part maintenant à Rome. Comment est-ce possible? Qu'allez-vous faire? On va se battre. Émilie in Paris à Rome n'a aucun sens. Alors, Fabrice Divisio, vous qui êtes romain, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça a réagi à Rome? On n'est pas loin de l'incident diplomatique, là. Ah oui. Non. Alors, le maire de Rome, évidemment, lui a répondu sur Twitter. Il a donné une interview dans laquelle il a réagi en disant deux choses. En disant, bon, au départ, il y a eu deux temps. Il a commencé par dire, bon, tout ça, c'est que de la télé, voilà, bon, on relative. Et puis finalement, ensuite, il a dit, mais attends, de quoi il se mêle, là? D'où il vient, effectivement, là, détendez-vous une Paris, voilà. De quoi il se mêle? Pourquoi il vient interférer avec les plans de production? Et tout à coup, en off, ce qui se dit à Rome, hein, c'est que, en fait, il y a une volonté de privilégier Paris par rapport à Rome, que Emmanuel Macron commence à se mêler de la production, qu'il veut faire de l'influence politique, que c'est pour ça que Brigitte Macron était dans la série, et qu'on ne laissera pas faire, et qu'on est en train d'organiser une pétition à Mélanie. Il y a une pétition qui est en train de se préparer à Mélanie pour convoquer l'ambassadeur de France sur cette question. Chaud. Les Romains, c'est des sanguins, quoi. Voilà. Et il ne faut pas déconner avec ça, parce que derrière ça, il y a l'image de la ville, il y a effectivement la série culte, il y a tout ce qu'il y a avec. Et c'est vraiment un truc en Italie, à Rome en tout cas, qui devient un sujet, et un vrai sujet quand même. Hein. Ah mais c'est un truc de fou. Donc voilà. Bon, on en reparlera lundi. Vous viendrez nous voir lundi, parce que demain c'est face à Hanouna et dimanche aussi. Mais il faudra qu'on refasse ça lundi, parce qu'on va en parler. Vous allez nous dire ce que vous en pensez de ça. En tout cas, merci Fabrice pour ces infos tout droit venues de l'homme. Les chéris, on va revenir maintenant sur tout ce qui s'est passé au niveau des people. Et juste à Lyon, Gilles Verdez, un homme en string soupçonné d'avoir fait des choses devant des enfants. C'est quoi cette histoire? Alors ça, c'est incroyable. C'est une responsable d'un centre de loisirs, centre équestre, je crois, qui alerte la police. Il y a un homme en string qui est en train de se caresser, s'exhiber devant des enfants. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est si les enfants l'ont vu. Mais heureusement, elle a très vite réagi, elle a passé des coups de fil et la police a pu interpeller cet homme. Mais c'est absolument incroyable, quoi. Incroyable. Merci Fabien Lecoeuf d'être avec nous. Merci mon Fabien. Eh bien, bonsoir à vous. Amaury Bucco d'être avec nous. Vanessa Paradis, bientôt un grand retour, Fabien Lecoeuf. Et oui, le grand retour, c'est une très bonne nouvelle. Confidence de Jérôme Commandeur que j'ai vu l'autre soir dans une loge de votre émission. Et qui m'a dit que ça y est, en ce moment, elle est en tournage. Elle tourne en ce moment un film qui s'appelle T'as pas changé. Ah oui. Et c'est réalisé par Jérôme Commandeur, bien sûr, avec Laurent Lafitte et François Damien. Et surtout, elle enregistre 6 nouvelles chansons. Évidemment, sur un prochain album. Le dernier album est sorti... qu'elle est sur un titre, qui va s'appeler Joe le Uber.
Ça a déjà été fait un peu. Et donc, non, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, elle est à Lyon ce week-end. Parce qu'il revisite un peu sa carrière, la carrière de Vanessa Paradis. Le premier tube, c'était l'été 87. Il faut quand même dire que ça fait déjà 37 ans qu'elle fait ce métier. C'est quand même incroyable. Moi, j'étais là à la toute première audition de Vanessa Paradis. Vous êtes partout, nous. Oui, parce qu'à l'époque, j'avais une fiancée. Il est tout le temps là, lui. Non, mais à l'époque, j'avais une fiancée qui travaillait au Théâtre de l'Empire. Ah ouais. Et ce 3 mai 1981, vous savez, c'était l'école des fans de Philippe Châtel. Et Vanessa Paradis, avec sa maman et son père, et Didier Pin, son oncle, le frère de sa mère. Je m'appelle Émilie Joly, non? Voilà, elle avait préparé la chanson d'Émilie Joly. Et il y avait 10 petites filles qui étaient convoquées ce jour-là, évidemment, pour chanter les chansons de Philippe Châtel. Et vous savez que l'injustice dans l'école des fans, elle était là. Moi, j'ai assisté à l'audition de Vanessa Paradis. Il fallait choisir 5 enfants parmi les 10. Ça, c'est une injustice terrible. Parce que tout le monde venait pour faire la télé, évidemment, qui s'enregistrait le samedi et qui était diffusée le dimanche à l'époque, c'était Antenne 2. Et j'assistais à des drames. Bob Kibel, c'était le pianiste de Jacques Martin. C'était Charles Sudaka qui sélectionnait les enfants pour Jacques. Et Vanessa Paradis, on ne savait pas qu'elle allait avoir cette carrière-là. Franchement, personne. Mais en même temps, elle a été choisie pour chanter Émilie Joly parce qu'elle était déjà solaire. Et puis elle avait déjà une espèce de charisme. Alors, petite entorse que personne ne sait sur Vanessa, c'est que quand elle a été choisie pour l'école des fans, sa vraie première télé quelque part, elle avait 8 ans et demi. Alors que le règlement de l'école des fans, on prenait les enfants de 5 à 8 ans, on ne voulait pas dépasser. Et oui, mais un peu comme M. Pokora. M. Pokora, il a gratté sa carte d'identité pour avoir la bonne date de naissance et pour participer à ce premier grand concours. Pour faire les link-up. Incroyable. Ça arrive. Bon, c'est pas vraiment grave, mais avec 6 mois d'écart. Bon, on va pas faire toutes les missions pour Vanessa Paradis. Hein, Céline Dion a-t-elle vraiment chanté en playback lors de la cérémonie d'ouverture? Alors, c'est quoi cette histoire? Oui, alors ça, c'était dans les colonnes de Libération cette semaine hier, d'ailleurs. Et oui, ils expliquent qu'en fait, elle aurait triché, elle aurait chanté en playback. Alors, bon, déjà, mettre le mot playback à côté de Céline Dion, c'est déjà une insulte. Parce que s'il y a une chanteuse au monde qui chante bien, c'est Céline Dion. Je rappelle quand même l'histoire de Titanic, quand elle a chanté ce fameux titre qui s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires, c'est une prise. Quand James Cameron, le réalisateur du film Titanic, voulait voir ce que donnait Céline Dion, elle fait un petit essai comme ça à la demande de James Horner, qui était le compositeur de la chanson. Une prise, c'est le disque que vous entendez. C'est la première et seule prise. Donc... Merci. Bon, je viens de le faire. Je viens de le faire, hein, c'est pareil. My Earth Will Go On. Tube planétaire, évidemment. Non, je pense que c'est se moquer de Céline et des Français. Alors, la seule chose, je pense l'incidence en tout cas, c'est pas Céline Dion. C'est quand on chante à 53 mètres, c'est-à-dire au premier étage de la Tour Eiffel, en plein air. C'est comme dans un stade. Vous savez que quand le son sort en façade, il y a un décalage qui se fait. Donc, les techniciens règle ce décalage pour que celui qui est au dernier rang du stade et celui qui est au premier entendent la chanson au même moment. Fabien répond pas du tout à la question. Bien sûr, il ne s'agit pas d'attaquer Céline Dion. Les organisateurs des Jeux Olympiques ont prétendu certifier qu'elle avait chanté en direct. Thomas Joly lui-même. Ah oui, c'est l'organisateur des Jeux Olympiques. Thomas Joly lui-même de la cérémonie. Donc maintenant, il y a plein d'analystes qui disent que c'est impossible qu'elle ait chanté en direct. Conditions météo pluvieuses, syndrome de l'homme raide, aurait-elle pris le risque? Voix possiblement déformée. Il y a des arrangements qui font que forcément la voix est tellement pure que ça ne peut pas être en direct. Donc il y a plein d'analyses. Enfin, tout ça sont des suppositions, hein. Vous voulez faire l'inventaire. Ça s'appelle des suppositions, ça s'appelle des informations, ce que je viens de dire. Voilà. Ouais, enfin, ça reste quand même des suppositions. Excusez-moi, aujourd'hui. Mais personne n'amène la preuve. Non. Ni la preuve du contraire, Fabien Lecoeuvre. Si. La preuve du contraire d'un truc. Mais attendez. Non, sincèrement. On va faire un débat, mais apparemment, Gilles Verdez donne des informations. Ah oui. Oui, enfin des informations supposées. Non, mais donnez-moi la source. Non, mais donnez-nous la source ou l'expert qui confirme ça. On n'a pas les noms des experts. Il y a plein d'arrangeurs qui ont étudié. Là, j'ai les noms. Étienne Guéraud, pianiste, compositeur. Ils disent qu'on a entendu à la télé était un playback corrigé. Voilà, on dispose d'un point de comparaison parce que Céline Dion a déjà chanté l'hymne à l'amour en direct cette fois en 2015. Voilà, donc on a des noms. Fabien Lecoeuvre, merci. Non, mais je maintiens, non, tout sauf du playback. Céline Dion. Alors c'est quoi? Il mélange. Non, mais ce que l'on mélange, c'est à la fois la performance vocale de Céline Dion et la technicité pour faire sortir sa voix
tout le long de la scène, parce que c'est donc c'est du playback. Donc vous reconnaissez la technicité, c'est du playback. Merci Fabien Lecoeuvre. Voilà. C'est une technicité. C'est bon, on va parler de Frédéric Bell, entièrement nu dans Playboy. Voilà, je vous ai apporté l'exemplaire d'ailleurs. Voilà, ah bon, très bien. Je pensais que vous l'aviez pas, ça sort. Donne. Je crois qu'elle chante. Très bien. Donc, en fait, oui, elle a posé nue pour Playboy. C'était cet été à Ibiza. Alors voilà, donc là, voilà. Elle est voilà. Alors on était surpris là, parce elle prépare un tennis. Mais oui. Là, elle part au marché. Là. Non mais. C'est bon. J'adore. Regardez, la prochaine, en fait, elle est en vacances. Non, elle a rencontré des amis. Je l'adore, Frédéric. Elle est très belle. Ben oui. Regardez là, celle qui donne. Ah oui, bah voilà. Donc là, ça, ah oui. Ça, c'est parce qu'elle voulait faire un. Voilà. Tu sais quel âge dans un restaurant. Là. Et puis là, regardez, ça, voilà. Ah oui. Oui. Ouais. Là, elle se prépare à aller au marché de Ibiza. Alors, elle avait déjà fait Playboy. Hein. En 2006, ça s'est terminé par un procès. Très belle. Parce qu'ils avaient volé des photos. Oui. Et là, bon, c'est la nouvelle équipe avec Jean-Christophe Laurentin qui dirige Battle Journal. J'adore. Le rédacteur en chef, c'est Eric Nolot de Playboy, je le précise. Et surtout, il y a Marlène Schiappa qui, elle, fait une chronique. Elle interviewe dans ce numéro, d'ailleurs, Roselyne Bachelot. Mais elle ne répond pas, Roselyne Bachelot, aux questions, aux bonnes questions de Marlène. Oui, mais enfin, il y avait des questions, on voulait avoir des réponses. Oui, mais on s'en fout total. Frédéric Bell, elle était où, là? À Ibiza, voilà, elle a fait son sujet, le magazine sort demain. Et, magnifique. Très artistique, ouais. Magnifique. Merci, heureusement que vous êtes là. Tentative de viol en pleine rue sur un jeune homme, que s'est-il passé, Amaury Bucco? Oui, ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi à Pantin, en proche banlieue parisienne. En fait, il est aux alentours de 9h15 du soir et vous avez ça se passe à 2 pas en fait des bureaux de la maison Chanel et vous avez un jeune homme qui sortait d'un entretien d'embauche et dans la rue, il tombe sur 2 jeunes hommes qui l'amènent derrière un camion. Vous en avez un qui fait à ce moment-là le guet pour voir si personne n'arrive et un autre derrière le camion avec la victime qui lui baisse le pantalon de la victime et qui tente de le violer. Alors, il n'arrive pas à ses fins et donc à ce moment-là, les 2 malfaiteurs décident de lui voler son téléphone. Heureusement, vous avez des gens qui étaient présents dans la rue, qui sont intervenus. Certains ont réussi à immobiliser les 2 agresseurs, d'autres à prévenir la police. Et donc, les 2 agresseurs ont été interpellés, heureusement. Ils sont âgés de 16 et 18 ans, donc ils sont très jeunes. Et là, évidemment, eux ont été placés en garde à vue. La victime a été conduite à l'hôpital, hospitalisée, extrêmement choquée, évidemment. Et là, il y a des vérifications qui sont en cours. En tous les cas, c'est une tentative de viol présumée peu banale, du fait déjà de l'âge et puis de la victime, un jeune homme. Incroyable. Yannick Aleno, le célèbre chef cuisinier que j'adore, Yannick Aleno, témoigne avant le procès du chauffard qui a tué son fils. On va rappeler l'histoire. Oui, on va rappeler. Donc c'était le 8 mai 2022 et Antoine Aleno, le fils de Yannick, donc qui a 24 ans, est en scooter dans Paris et il est percuté par un chauffard récidiviste et tué. Alors, ce chauffeur était ivre. Il avait consommé des stupéfiants, la voiture était volée et il avait commis plusieurs infractions, délit routier, atteinte aux biens. Voilà. Alors, il était plusieurs fois condamné, il y avait une fiche de recherche, il n'avait pas purgé une peine de prison de 3 mois, donc voilà, c'est quelqu'un qui était connu de la justice. Là, le procès va avoir lieu, ils vont être jugés, il avait été placé en détention. L'accusé a été libéré sous contrôle judiciaire. Et ce que veut Yannick Aleno, c'est qu'on aille au bout de la reconnaissance du fameux délit routier. Parce que là, ils sont poursuivis pour homicide involontaire. Mais selon lui, selon Yannick Aleno, un chauffard qui fait tout ça, il se place presque volontairement dans l'attitude de blesser ou de tuer quelqu'un. Donc ce serait très important que cette loi aille au bout, cette reconnaissance du délit routier qui existe dans d'autres pays. Oui, parce qu'en fait, on peut considérer que la voiture qui va très vite est une arme par destination. Oui. Et donc devient de fait une arme qui peut tuer quelqu'un en la percutant. Exactement. On pense très fort à Yannick Aleno. Bien sûr, et son combat est exemplaire. Qui est un le procès va avoir lieu bientôt. J'adore cet homme, je l'embrasse fort. Kylian Mbappé, aperçu en boîte de nuit en Suède pendant le match Israël-France, alors qu'il n'a pas joué contre Israël hier. Kylian Mbappé, c'est quoi cette histoire? Alors, ça fait vraiment désordre. Ouais. Donc Kylian Mbappé a été dispensé par Didier Deschamps des matchs de l'équipe de France qui ont eu lieu. Il y a eu Israël
et la Belgique. Le Real Madrid, son club, a dit on va entamer 15 jours de soins de récupération. Et en guise de récupération, Mbappé était en boîte de nuit à Stockholm, en Suède. Il est allé là-bas. Il avait un bonnet, il était masqué. Il a été vu par un média suédois qui a sorti les photos. Donc voilà, regardez, visiblement, il n'avait pas envie d'être vu, il se cachait. Ça fait désordre, Cyril. C'est le capitaine de l'équipe de France, quand même. C'est un symbole qui n'est pas là pour des matchs des Bleus, qui doit se remettre en forme. Il va en boîte. Moi, je veux bien, les joueurs peuvent aller en boîte. Restaurant, c'est pas une boîte, c'est au restaurant Chez Joly. C'est un établissement de luxe spécialisé dans la cuisine française. Oui, c'est une sortie nocturne. Ouais. Alors Ah non, non, et après, il est monté dans un van noir direction la discothèque. Eh oui. Voilà, donc ça fait vraiment désordre, quoi. Je pense que ça aurait été mieux et plus clair que le Real Madrid l'isole 15 jours pour lui faire récupérer de sa blessure. S'il est blessé, on ne va pas en boîte. Ou alors, on est avec l'équipe de France. Voilà. Incroyable, hein, cette histoire. Affaire des rugbyman. Un nouvel élément pourrait relancer l'enquête, Amaury Bucco. Oui, c'est ça. En fait, c'est un certificat médical qui a été versé au dossier le 3 octobre dernier. C'est un certificat qui a été réalisé par une hématologue et qui indique que la victime présumée des 2 rugbymen français ne souffrirait pas de la maladie de Willebrand. Alors pourquoi c'est important? Déjà, la maladie de Willebrand, il faut savoir que c'est un syndrome qui empêche la coagulation du sang et donc qui entraîne des bleus. Et il faut savoir qu'une partie de la défense des rugbyman, mais aussi du travail du parquet, était de dire que cette femme souffre de cette maladie, d'ailleurs elle-même l'a reconnue, et donc que les bleus qu'elle portait, qu'elle avait sur le corps le jour de son dépôt de plainte, n'étaient pas dus au coup porté par le rugbyman, mais à sa maladie. Donc évidemment, si elle n'est pas malade, on se demande d'où viennent les bleus qu'elle portait sur le corps. Alors, avec ce nouvel élément dans l'affaire, évidemment, les avocats de la victime demandent à ce que l'enquête soit relancée, parce que je rappelle que cette enquête est sur le point de se conclure, puisque le 18 octobre prochain, il doit y avoir une audience de non-lieu, puisque le parquet a estimé sur la base de rapports médicaux et psychologiques que la version de la victime n'était pas assez solide, qu'il y avait des contradictions. Et donc, le parquet demande un non-lieu. Le 18 octobre, il va donc y avoir une audience. Le parquet va demander ce non-lieu. Les juges vont trancher. Et ce qu'on sait, c'est qu'en tous les cas, la victime et ses avocats ont déjà déclaré qu'ils allaient faire appel s'il y avait ce non-lieu qui était décidé. Oui. Pour l'instant, pour le moment, les 2 rugbymen sont là, ils peuvent rejouer, mais c'est vrai que... Ils sont toujours mis en examen. Exactement, ils sont mis en examen alors qu'on s'acheminait vers un non-lieu. Là, du coup, l'histoire de l'absence de cette maladie pourrait remettre en question cette conclusion heureuse pour les rugbymen. P. Diddy, le célèbre rappeur américain, accusé de violence sexuelle, il reste en prison. Il sera jugé, ça y est, on le sait, en 2025, il reste en prison. 5 mai 2025, oui. Voilà, alors cette fois, ces avocats, contrairement aux fois précédentes, n'ont pas demandé de remise en liberté, parce qu'ils savaient qu'ils ne l'obtiendraient pas. Alors, ce qui est en train de basculer dans un tour encore plus dramatique, c'est qu'il y a une ligne téléphonique qui est ouverte, des victimes se manifestent, et l'avocat de l'ensemble de ces victimes a dit « j'attends le procès pour balancer ». Et les noms que je sortirai, vous n'avez pas idée de la déflagration que cela causera. Donc pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. Voilà. Il y a plus de 120 nouvelles plaintes qui ont été déposées pour viol. On parle d'hommes, de femmes, de majeurs, de mineurs. Et ce qui est ressorti, c'est le garde du corps de P. Diddy qui l'a dit, c'est que le chanteur Usher, qu'on connaît tous, qui a 10 ans de moins que P. Diddy, aurait été agressé sexuellement par P. Diddy lorsqu'il n'avait que 13 ans, qu'il était mineur et que P. Diddy avait donc 23-24 ans, et qu'il l'aurait violé de manière tellement violente qu'il l'aurait fait saigner au niveau du rectum. Voilà. Et agression extrêmement violente. Bien sûr, il y a l'histoire de Justin Bieber aussi. L'histoire de Justin Bieber, alors on voit plein de vidéos de Justin Bieber qui étaient, entre guillemets, sous la tutelle de P. Diddy, parce qu'il faut savoir que c'est Usher. P. Diddy a lancé Usher et Usher a lancé Justin Bieber. Et on voit des vidéos de Justin Bieber dans un état bizarre avec P. Diddy avoir des gestes un peu déplacés. Et à la lumière des faits qu'on connaît aujourd'hui, on se pose plein de questions. Et Justin Bieber est resté très silencieux. Il a juste mis une story. Sa femme a posté une story de lui en mettant un doigt d'honneur, en disant en gros on ne veut plus entendre parler de ça, on ne veut pas parler de ça. Mais on sait qu'il y a un vrai sujet autour de Justin Bieber. Et il y a aussi des artistes français dont on parle qui auraient participé à ces soirées. Exactement. On parle d'artistes français, on va en reparler bien entendu quand ce sera confirmé. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui a une ampleur incroyable. Procès Mazan, Dominique Pellicot invité des homosexuels aussi pour violer sa femme. Oui, en fait, plus le procès avance, plus cette affaire sombre dans une
ça devient extrêmement glauque. En fait, effectivement, Dominique Pellicot aurait demandé à des homosexuels... Parce qu'en fait, il pensait avoir des relations sexuelles avec Dominique Pellicot. Voilà, c'est ça. En fait, il y a deux hommes qui ont comparu hier devant le tribunal. Il y a Didier S., 68 ans, ancien chauffeur routier, qui en 2014 avait subi une ablation de la vessie et donc était devenu impuissant. Et lui, du coup, sa sexualité avait évolué et sa nouvelle sexualité, c'était de se travestir pour faire la femme avec des hommes. Et donc lui avait d'ailleurs un pseudo sur coco.fr, le site qu'utilisait Dominique Pellicot pour recruter les violeurs. Lui s'appelait Samantha Trave. Et donc en 2018, il échange sur coco.fr avec Dominique Pellicot et il se rend chez lui. Alors évidemment, lui, il était impuissant, donc il n'a pas violé Gisèle Pellicot, mais on lui reproche d'avoir assisté au viol de Gisèle Pellicot par Dominique Pellicot, donc par son mari, et lui d'avoir stimulé Dominique Pellicot, notamment en effectuant des fellations et d'avoir, comme ça, prolongé l'érection de Dominique Pellicot et de l'avoir aidé à violer sa femme. Alors il faut savoir que lui, il dit qu'il se souvient pas trop de la fin des événements chez Dominique Pellicot. Il dit que peut-être qu'il a été drogué et donc il n'a pas précisément de souvenir. Ensuite, il y a un deuxième homme qui a témoigné. Lui, c'est Patrick A, 60 ans. Alors lui, là, il explique qu'il avait une vie affective assez médiocre, un mariage raté, et qu'à partir de là, il a commencé à dériver dans sa sexualité. Il allait sur des aires d'autoroute, dans des arrière-salles de sex shop, et il a eu des rapports homosexuels. Et donc lui aussi raconte que Dominique Pellicot l'a fait venir chez lui. Lui aussi pensait avoir des rapports sexuels avec Dominique Pellicot, mais Dominique Pellicot l'a poussé, si vous voulez, a réussi à le convaincre d'avoir un rapport sexuel avec Gisèle Pellicot. Alors là, la particularité de Patrick A, c'est que lui a reconnu le viol, mais il n'a pas trop eu le choix, puisque là, la police a trouvé en fait des traces, des échanges entre cet homme et Dominique Pellicot. Ces échanges sont absolument atroces et vous allez voir très explicites. Alors voilà ce que déjà l'annonce postée par Dominique Pellicot sur le site coco.fr. Je cherche complice pervers pour abuser de ma petite femme endormie, une belle salope prude qui ne veut pas de trio. À ce moment-là, Dominique Pellicot écrit à Patrick A et lui dit: est-ce qu'elle t'excite? Lui, il répond oui. Dominique Pellicot lui répond encore: moi, je suis pas bi du tout, j'aime la faire tringler. L'autre lui dit OK. Et enfin, Dominique Pellicot lui dit: il faut attendre au moins 1 heure avant de pouvoir en abuser. Et l'autre lui dit OK. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de débat sur le fait que cet homme était conscient d'effectuer un viol. Très bien, merci Amaury. On va partir sur l'affaire Coé maintenant, Gilles. Alors, il y a beaucoup de révélations sur l'affaire Coé qu'on est en mesure de vous apporter. Donc, on va rappeler, si je puis dire, la double affaire Coé qui est toujours mise en examen, rappelons-le, pour viol et agression sexuelle. Donc, il y a une femme gardée à vue pendant 2 jours. Cette femme a été relâchée. Il n'y a pas de poursuite, mais les investigations se poursuivent. Pourquoi c'est très important? Parce que cette femme, dont nous n'avons pas l'identité, elle est soupçonnée d'avoir voulu faire chanter Coé au printemps dernier. Et ça, c'est important. D'avoir voulu le faire chanter en lui disant: il y a eu un viol, je le sais. Alors, est-ce qu'elle dit j'ai été violée ou est-ce que tu as violé? En tout cas, si tu ne me donnes pas une somme d'argent de plusieurs dizaines de milliers d'euros, je vais tout balancer, notamment sur ce plateau. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qu'on est en mesure de dire, c'est qu'il est établi par l'enquête que ce n'est pas cette femme qui possède le téléphone qui aurait envoyé les messages. Mais aujourd'hui, il y a une deuxième femme qui est en train d'être recherchée par la police judiciaire. Ils veulent établir le lien entre les deux femmes. Qui est-elle exactement? Je n'ai pas pu savoir, mais c'est une très proche de la femme qui possède le téléphone. Pourquoi c'est important? C'est parce que les avocats de Sébastien Coé, que j'ai eu ce matin, j'ai eu Jade Doucelin, qui est une des avocates de Sébastien Coé. Je vais vous lire ce qu'elle m'a dit, après je vais vous l'expliciter si vous voulez. Donc, c'est des informations exclusives, hein, Gilles. Voilà. Oui. Donc, il y a plusieurs avocats de Sébastien Coé. Elle me dit: nous sommes combatifs et ces avancées sur l'autre volet du dossier, le dossier originel, nous rassurent et nous souhaitons que cela continue. Pourquoi le dossier originel? Ça veut dire que s'il y a un lien entre ce chantage du printemps et la plainte de Sébastien Coé en fin d'année dernière pour extorsion de fonds, si un lien est établi, ça veut dire que sa plainte était justifiée et que possiblement, quand il disait il y a un complot derrière tout ça, ce complot est organisé par les mêmes personnes. Donc ça fragilise la thèse de l'accusation, ça renforcerait la défense de Sébastien Coé. Donc eux attendent fébrilement de savoir si le lien va être établi par la police. C'est-à-dire que si les gens qui font chanter Coé au printemps sont les mêmes que l'hiver dernier, ça veut vraiment accréditer la thèse du complot, Cyril, et ça c'est important. Donc eux
Aujourd'hui, ils sont dans une situation de combat, mais un peu plus rassurés qu'ils n'y étaient il y a quelques jours. Ça, c'est la première phase du dossier. Guillaume. Oui, l'information, c'est que Coé a déposé une plainte contre Julie pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée. Donc, il soupçonne qu'un de ses anciens collaborateurs serait à l'origine de la manipulation de Julie. D'accord. Donc je vous ai fait un petit schéma pour résumer l'affaire. En gros, vous avez Coé qui est le personnage central, cette femme dont parlait Gilles qui lui réclamerait 30 000 €, Anthony Salinas qui était un fan de Coé et un ami, et voire plus puisqu'il a eu une relation avec Julie. C'est celui qui a révélé les échanges Snapchat avec Julie dans lesquels elle réclame ses 500 000 €. Julie aurait donc réclamé les 500 000 € à Coé, mais l'info c'est que Julie aurait été manipulée par un ancien collaborateur de Coé qui lui avait des comptes à régler avec l'ancien patron. Et Julie a une relation avec l'ancien collaborateur de Coé, avec Anthony Salinas, une relation amoureuse. Coé, lui, il reconnaît juste des échanges avec Julie. Mais donc, il y aurait cette bande organisée pour extorquer de l'argent à Coé. Et c'est l'ancien collaborateur qui aurait soufflé la somme de 500 000 €, connaissant un peu les chiffres de Coé, à Julie. Voilà. D'autres infos sur Coé, sur son entourage, enfin qui viennent de son entourage. Il va mieux, il est confiant sur les suites judiciaires de l'affaire. Et l'info qu'on peut vous donner ce soir, c'est que selon l'entourage de Coé, il devrait reprendre la radio d'ici quelques mois sur une radio nationale. Et on a eu un petit message de Coé ce matin qui nous dit: tu sais, ce qui est important d'avoir en tête surtout, c'est que cette garde à vue n'est qu'un petit morceau du vrai dossier, celui que je dénonce depuis le début. Tout le reste n'est qu'une réponse à ça, la tentative d'extorsion dont j'ai été victime il y a un an. Voilà. Incroyable, hein, Gilles. Donc, Oui, parce que s'il y a un lien établi, lui, il porte plainte en novembre 2023. S'il y a un lien établi entre tous ces, entre guillemets, en mal conditionnel, tous ces supposés maîtres chanteurs, ça veut dire que le grand complot, la manipulation qu'il dénonce depuis le début visant à lui nuire, elle pourrait être avérée. Donc voilà, là, dans son camp, c'est les mêmes infos que Guillaume, du côté de ses avocats, de son côté à lui, c'est l'optimisme qui aujourd'hui prévaut. merci à tous. Allez, tout de suite, on vous laisse avec Laurent Gérard sur C8. Merci.